depuis plus de 5 ans. Entre deux chaises de métal, la force révolutionnaire dans le balado de divertissement sportif. Bienvenue au podcast en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi, Marco, l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Salut tout le monde, salut Marco. Good morning, Québec. Good morning, Tedford. Hey, ils sont fins les gens de Tedford? Ils sont tous fins. Toutes, pas toutes. Ben là, oui, mais... Non, moi je me souviens d'un petit commis du Tim Horton qui avait tout collé mon beigne sur le papier brun. Là. Asti, je l'haïssais. Mais ça, c'est pas le seul qui fait ça. Il y a beaucoup de monde qui travaille à Tim Hortons qui savent pas comment mettre un beigne comme pour dans le bac, dans le sachet, pardon. Il y a beaucoup de beignes qui travaillent au Tim Horton. C'est ça que tu es en train de me dire. Pas nécessairement. Il y a peut-être du monde, c'est juste ça qu'on va de faire comme du monde, c'est ça, puis ils sont super bons dans le reste. C'est beau. On est capable de mettre un beigne dans un sac? Oui, il y en a, oui. Parfait. Moi, j'aimerais ça qu'on mette de l'argent dans mon sac, s'il vous plaît. Ah ben là, qu'est-ce que tu veux faire? Ben là, ce que je veux faire, c'est le rétro review Royal Rumble 1999. Tu veux pas faire ça, je te dis. Eh oui, arrête. C'était le fun, ce Rumble-là. Là. Voyons donc. La marde. Pas vrai. Dis pas aux gens, sois juste dans tes analyses, parce que les gens, des fois, ils se fient sur toi, puis moi, je leur dis souvent, TJ, t'es un gars émotif. Faut que tu fasses attention. What? Connais sa lutte, mais, tu sais, mettons, là, il est fâché, ben, il connaît plus sa lutte. C'est ça. Mais c'est pas vrai, là. C'est pas vrai, pas en tout. Tu mets de la fausse information à tout le monde qui écoute le podcast. Ben, toi aussi, tu dis que Royal Rumble 99, c'est pas bon. Pas si là, mauvais que ça. C'était-tu bon ou c'était pas bon? C'était in between. Ben, c'est ça. C'est pas... C'est regardable, là. Oui, c'est regardable, c'est sûr. Les deux yeux ouverts, mais sinon... Le dernier Royal Rumble review, rétro review avant celui de 2026, déjà, ça passe vite, mais la semaine passée, on avait le Royal Rumble 1997 rétro review en compagnie de Monsieur Alfredo, qui a fallu shaker le coconut pour qu'il se rende utile dans ce podcast-là, puis à un moment donné, il est embarqué. C'est bon, ça kick in, son affaire. Ouais. Puis est-ce qu'on parle des prochains rendez-vous aussi, ou on parle juste à travers la table, on regarde les prochains rendez-vous pour la fin? On va garder les prochains rendez-vous pour la fin. À travers la table, 20h30, live sur YouTube, Facebook et Twitch. Comme à chaque semaine, un invité. On parle de lutte actuelle, de quiz entre deux collections. Et c'est ça. Tout ça. Et on est dans le Rumble Season. Là, fait qu'au moment où on se parle, est-ce que c'est passé ou ça s'en vient ou c'est à soir? C'est pas aujourd'hui. Hein? C'est aujourd'hui dans quelques heures, dans l'après-midi, en fait. C'est bon, hein? C'est un bon compagnon avant d'écouter le vrai Rumble, ce review-là. C'est le samedi ou c'est le dimanche? Je sais plus. Je suis mélangé. Il change de date, il change de jour. C'est-tu deux soirs ou c'est un soir? Là? C'est un soir. OK. Un après-midi. C'est le 31 janvier. Fait que c'est pas... C'est samedi. Fait que c'était hier. Non. Je sais plus. Non. C'est samedi prochain, excusez. C'est gay qu'on a de bonheur des fois. Hein? On n'en parlera plus. On parlera plus d'actualité quand on parle de rétro review. Le moins possible. Fait que c'est ça. Fait qu'évidemment aussi les podcasts. Le mois de février, avec 4 podcasts qu'on va vous parler tantôt. Il y a du bon stock. Fait que restez avec nous pour le review complet. Puis après le podcast, on va vous dire qu'est-ce qu'il y a les prochaines semaines. Ouais, fait que là, on est prêt enfin à commencer le rétro review. Attends. On va faire l'affaire, OK? On fera pas comme si on savait pas qu'est-ce qui s'en venait, là. Mais attends. Je comprends pas. Non, je comprends. Tu comprends très bien ce que je veux dire. Non, je comprends pas, je te le dis. Voyons donc. Eh bien oui! Le segment dans la vraie vie!
le segment. Je vais donner ma cause que dans la culture populaire, entre l'événement qu'on court aujourd'hui, qui est Royal Rumble 99. Donc, comme toujours, pour commencer ce questionnaire amusant et sensationnel, sur le numéro 1 en Amérique du Nord, est-ce que c'était A, Have You Ever de Brandy? Est-ce que c'est B, Bills, Bills, Bills and Destiny's Child? Ou Bayamos d'Enrique Iglesias? C'est dur de voter contre un bon brandy parce que c'est bon à boire. Ah oui. Mais moi, là, je suis un gars qui aime la musique sensuelle. Je vais aller avec Enrique Iglesias. C'est ta réponse finale, mon cher ami? Oui. Non. Et non, c'est pas ça. C'était la réponse A. Faut jamais gager sur Brandy ou contre Monica. C'est Have You Ever de Brandy. C'est pas bon, ça. Pour être bien franc avec toi, je l'ai écouté en mes recherches, puis j'ai déjà oublié. Ah, oui. Fait que voilà. Désolé pour les fans de Brandy qui écoutent le podcast. Restez avec nous pareil, on vous aime. Chanson numéro 1 au Québec. Est-ce que c'est A, Mon ange de Rick Lapointe? Est-ce que c'est B, On ne change pas de Céline Dion? Ou est-ce que c'est C, Là-bas de Julie Masse et Corey Hart? Hey, ouais. Quand même, elle est tough celle-là parce que c'est 3 hits. Oui. Je devrais pas gager contre Céline, mais je vais dire Éric Lapointe, Mon ange. C'est un gros hit, ça, Mon ange. T'as raison. T'aurais pas gagé contre Céline d'habitude, mais cette fois-là, t'as bien fait. Mais pas assez parce que c'est pas ça. C'est C, Là-bas de Julie Masse et Corey Hart. Moi, là, ce style de jeu-là, là, impossible. Hey, c'est parce que t'es pas bon, là. Arrête. Je donne des choix de réponse en plus. Ça devrait être plus facile encore. Ben non, c'est plus dur, même. Mais voyons donc, Colin, tu me niaises. Si tu n'aurais pas les choix de réponse, tu dirais tout le même cette affaire tout le temps encore. Pas vrai, ça. Tu dirais Céline Dion ou tu dirais. Qui tu disais tout le temps d'habitude? Marie-Carmen. Martine Sinclair. Tu dirais tout le temps Martine Sinclair. Ben, t'es là les choix de réponse à 97, non? Ben oui, mais c'était un piège, ça. Ah ben oui, pour m'avoir, c'est ça. On me piège, moi, ici. Pas ici pour me faire piéger, c'est ici pour avoir du fun. Ben, c'est quoi, je les ménage un peu, c'est le fun, non? Non, si je fais ça à longueur de semaine, creuser mes ménages. Si tout est facile, c'est plate. En tout cas. Passe-en la prochaine qu'on finisse ce Ben, je veux bien, mais c'est toi qui fais tes petites crisettes, là, si je te dis. Mmh. Film numéro 1 au box-office. Est-ce que c'est 8 mm avec Nicolas Cage? Est-ce que c'est Varsity Blues avec James Van Der Beek? Ou est-ce que c'est Big Daddy avec Adam Sandler? Oh! Oh! C'est 3 films que t'aimes, ça, je pense, non? Ben, le premier, pas tant, là. Le premier 8 mm, c'est correct, là. J'aime Nicolas Cage, mais le reste... Mais les deux autres, oui. Surtout que la crème fouettée, puis le... Ça, c'était malade, ça, scène-là. C'est-tu dans celui qui dit l'étudiant du collège? Ah, le con, l'étudiant du collège. Non, c'est pas dans ce là mais ça aurait pu, par exemple. Si, bol. Je vais dire, on va y aller avec Big Daddy, puis... Ouais, Big Daddy. Adam Sandler 99 était pas même touchable, je trouve. Pas cette semaine-là, mon ami. C'était Varsity Blues. Okay. Ton film. Okay. Au moins, c'est pas l'autre. Ouais, mais ça aurait pu aussi. Nicolas Cage, c'est quand même un gros canon. C'est ça. Puis, tu as vu, ben, ça, tu l'as vu parce que tu as des films, mais il fait la biographie de John Madden. Celui qui fait John Madden, ça a l'air. Ouais. Cool. J'ai hâte de voir ce film-là, ça va être pas peu. J'ai vu une image de lui en costumé, puis ça look. Bref, j'ai vu sorti alentour. Est-ce que c'est A, Super Smash Brothers au 64? Est-ce que c'est Pepsi Man sur PS1? Ou est-ce que c'est Ape Escape sur PS1 également? Ouais, là, je vais me faire avoir parce que je connais un jeu des trois. Mais le premier, c'était sur quelle console? 64. Mois de janvier. C'est rare que les 64 sortent au mois de janvier. Habituellement, ils sortent ça avant le temps des fêtes parce que ça attire le monde. Nintendo sont de même. Ouais, mais faut qu'ils sortent des jeux pareil au mois de janvier. C'est pas congé pareil. Là. Je vais y aller avec le C, moi. Ape Escape sur PS1? Ouais. Et non, c'était Super Smash Brothers sur Nintendo 64. Pas que je compte les points, mais 0 en 4. Je t'avais de flipper à la table. Fais pas ça. Dans le monde du sport, on est au tennis.
avec Martina Hingis de la Suisse, qui a eu son troisième championnat consécutif au Open d'Australie en battant Amélie Mauresmo 6-2 et 6-3. Et WF Magazine du mois de janvier 99. Et oui, The People's Magazine avec The Rock sur le cover avec un beau portrait. Oui, vraiment. Très Ouais. beau. Et aussi dans les journaux, la découpée de journaux du pay-per-view. La voici. Ah oui, excuse. Ah, c'est pas grave. Et voilà! En plus, c'est le fun. Tu as une petite affaire. Si tu retournes ton build de pay-per-view que tu as commandé, ben, tu peux avoir 2 bonhommes gratis. Hey, tabarouette. Je me souviens pas d'avoir eu ces bonhommes-là, moi. Non, mais tu l'as peut-être pas fait non plus. Moi, je me souviens que j'ai fait ça une fois. Envoyé ma facture. Ouais. C'était King Ring 99. Puis Ouais. ce qu'il donnait, c'était un CD Travel Case, là, mettre des CD. Là. Ouais. Petit WWF de logo dessus, c'était bien cool. Je sais pas pourquoi je l'ai plus, mais je l'ai plus. Ah, je pense que je me souviens de ça en plus. Ouais, ça se peut. Ah ouais. Moi, Ok. j'amenais sûrement quand Ah ouais. on était plus jeunes avec nos CD dedans, je mettais ça dedans. Puis, avec Probablement. le WWF. Ouais. Fait que c'est ça. Puis aussi, évidemment, le VHS du Royal Rumble 99. Que voici. Avec évidemment le background, l'autre bord avec l'autre côté, c'est les matchs Ken Shamrock qui. Puis j'ai une anecdote là-dessus. Que ça, c'est 99, je l'ai acheté peut-être une couple de semaines après ça, quand il est sorti. Puis je me souviens, là, j'avais fait une necessité pour l'acheter. Là, parce que l'argent était vraiment en tête dans ce temps-là. Puis disons que ça coûtait quand même 40$. Là. Puis, genre, Tu l'avais-tu eu? Ouais, je l'avais acheté, je l'ai eu finalement. Ouais. C'est pas celui-là, mais je l'avais acheté. T'es de même, toi, t'avais tout ce que tu voulais quand tu pétais tes crises. Hein. Mais si, ouais, veux-tu qu'on en parle? Non. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, ben, on va dire le VHS. Et voilà, c'est le segment dans la vraie vie. Merci d'avoir participé. Participer, c'est le bon mot. Bon, ouais, mais là, il n'y a pas juste ceux qui participent, peut-être qu'à la maison, ils le font aussi. C'est pour ça que je dis ça à tout le monde. Là. Ah ouais. Je suis sûr que les 2 personnes qui aiment ce segment-là participent. Hey, arrête, il y en a plus que 2. J'ai plein de DM qui me disent qu'ils 3 capotent peut-être? dessus. 4? 7,5. Parfait. Et les champions en puissance avant de commencer le review du pay-per-view. Le WWF, champion du monde était Mankind. Intercontinental était Ken Shamrock. Européen était X-Pac. Tag team était Ken Shamrock et le Big Boss Man. Le Hardcore était le Road Dogg. Et la Women's Championship était avec Sable. Et de la WCW, Hollywood Hogan, le champion de la WCW mondial, of course. US, c'était Bret Hart. Les tag teams étaient vacantes. Le champion de télévision était Rick Steiner. Le champion de Cruiserweight était Billy Kidman. Pas si pire. Comme champion, d'un bord comme de l'autre, c'est respectable. Ben ouais, c'est cool. Pour 99, ça met de la gueule. Mm-hmm. Alors, World Ball 99 est le douzième événement de ce nom. Et il y a eu le 24 janvier 99 en direct du Arrowhead Pond, Anaheim, en Californie. L'aréna des Ducks d'Anaheim au hockey. Il y avait 14 816 personnes dans l'assistance et 650 000 foyers ont commandé le pay-per-view sur la télévision à la carte. Quand même cool. Quand même bon. Ouais, plus qu'un demi-million, c'est bon. Ouais. Et en avant-gala, il y a eu un dark match et aussi 2 autres combos pour Sunday Night Heat. Dans le combat du dark match, Christian a battu Jeff Hardy. En tant que Jeff Hardy était habillé en genre de rockers un peu. Là. Ouais, pas ses meilleurs moments. Avec le gear carotté et le bandeau. Là. Voilà. Il y a Heat, Bob Holly et Scorpio du Job Squad ont battu l'équipe de Scott Taylor et Brian Christopher Too Much. Et dans l'autre combat d'avant de Sunday Night Heat, Mabel a battu par disqualification. Mabel, quand The Rock est arrivé, est revenu pour attaquer Mankind on va faire ce soir dans le I Quit match. Mais Mabel a battu Mabel, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit Mankind, j'ai dit. Ah, ok, excuse. Ouais. Ah ouais, Mankind, il y avait un match dans le pre-show la même soirée, puis il y avait un match de championnat? Ouais, mais c'est parce que c'était les McMahon, c'est pour pour l'adoucir pour le match de I Quit. Ah, ouais. C'est un peu câble, mais... Ben, c'est storylinement parlant dans le temps, là-dessus de Raw, c'était ça, des storylines, puis Heat, il était rempli de stock. Ouais, c'est vrai. C'était pas juste 2 matchs puis des paquets vidéo, là. C'était vraiment des histoires qu'il y avait dedans. C'était comme un deuxième Raw, mettons. Non, mais... Attends, je reprends mon commentaire. Je trouvais ça stupide parce que Mankind ait un match à Heat pendant qu'il y a un match de championnat ou Rumble, je trouve ça un peu niaiseux, mais que tu fais des storylines à Heat
Ça, c'est correct, là. Je trouve que Ouais, ça mais marche. Mais... c'est le babyface, puis contre les McMahon veulent le screwer, fait qu'ils donnent un Ouais, match ouais. de pratique Ouais. avant pour le. C'est ça. Contre Mabel, wow. Quelle pratique quand même. Ouais, quand même. On commence le spectacle de ce soir avec le package vidéo sur No Chance in Hell, qui nous parle du Rumble et de l'histoire entre McMahon et Austin, évidemment. On va en parler plus tantôt de ça. On a dit aussi que la chanson No Chance in Hell, à cette époque-là, n'était pas le thème de Vince McMahon encore. Ouais, ça m'a surpris quand j'ai écouté le show, Ouais, puis que j'ai vu que ça jouait au début. Je fais, hein? Puis là, je vois McMahon rentrer, puis il n'y a pas de pas de tune. musique. Ouais, J'étais tout fourré, là. J'étais comme, hein, ouais, voyons, y a un problème avec le show? ouais. Et pour vrai, ça fait le sens qu'ils prennent après, là, parce que Ah oui. il a Ah gagné oui. de même, fait que c'est que ça il porte bonheur, genre, là. Ouais, c'est parfait. Pas Ouais. vrai. On va ça dans l'aréna, c'est les pétards et tout le tralala qui s'ensuit. Les commandants de la soirée sont Michael Cole et Judy King Lawler qui nous souhaitent la bienvenue. James était absent à cause qu'il y avait eu, un peu de temps avant ça, il y avait eu un autre épisode de Bell's Palsy, là, sa maladie de bouche là, qui le faisait. Ah oui. Ouais. Mhm. Fait que c'est Michael Cole qui prenait là. Mais à ce show-là, il était là quand même backstage pour dans l'oreille de Michael Cole pour dire quoi dire. Là. Fait que, il était quand même là, mais il n'était pas sur le show à la télévision. Ouais, parce que si jamais il y avait eu des spaces, ça aurait fait comme. Welcome, comme Goldust dans le temps. Ben, on rit, c'est pas drôle, mais on rit, mais il avait fait il y avait eu un Bell's Palsy pendant un show, maintenant. Il y a eu Ah ouais, pour vrai? une attaque pendant le show, puis il a gardé le show au complet de même. Ça. C'était un show en Europe, puis c'est la même fin de semaine que sa mère est morte. Fait que. Pas chanceux. C'est un vrai. TR, c'est un vrai. On Ah, mais dira ce qu'on voudra, là. il voulait retourner, mais genre, je pense Vince, puis il voulait qu'il retourne, mais là, il est en Europe. Fait qu'il a dit, ben, là, ça sert à rien, je vais faire le show, pour partir après. Là. Ouais. Donc, tout le long du show, ben, tu l'entends. Là, plus ça avance, plus que sa voix est moins bonne. Là, fait que... Bref, on perd pas de temps. Et on va ça pour le match numéro 1. Le Road Dogg, Jesse James, contre le Big Boss Man, avec l'arbitre du match, Kiki Kiyoda, avec un special challenge match. Intro habituel du Road Dogg avec ses catchphrases, à la foule est en délire, scandant Bossman Sucks quand est arrivé le Big Bossman, qui a dominé le début du match en projetant Road Dogg dans l'autre coin du ring. Il a enchaîné ça avec un splash dans le coin, puis il a étranglé avant de rater un autre splash dans le coin quand le chien de route s'est tassé. Et Dogg a donné des 10 coups de poing dans le turnbuckle sur la caméra du public et après un petit socket for good measure. Le Bossman a porté une goutte atomique, mais Dogg a remplacé ça avec un chaud chassé. Après ça, Bossman s'est emparé de sa matraque, mais l'arbitre lui a enlevé pour pas qu'il frappe avec. Et le Road Dogg en a profité pour tirer Bossman, l'entrejambe en avant, dans le poteau du ring. Ouch! Ben, Road Dogg, il vend bien ses moves. Il vend bien ses moves en général, je trouve. Là, c'est un. Tu sais, des fois, on se demande pourquoi Road Dogg a eu ce spot-là, mais c'est un bon gars au micro, puis c'est un bon gars qui vend. Puis, genre, parenthèse, là, Astic Bossman, c'est un bon heel là, dans le temps de la Corporation. Là, pour vrai, là, c'est un esti de heel, là, pour vrai. Puis, tu as dit que Road Dogg vendait bien, mais là, c'est Bossman qui l'a reçu. Ah, c'est le contraire, ouais, mais en tout cas, il vend bien quand même. Oui, absolument. Puis, non, pour vrai, Bossman était un très bon heel, puis Road Dogg, c'était ça sa grande force, c'est qu'il était capable de manger une volée, puis il était charismatique en plus. Fait que... Ouais, c'est ça. La seule affaire qui l'aidait pas, c'est lui, personnellement, backstage avec les problèmes de drogue qu'il avait, puis le fait que c'était pas un body guy vraiment. C'est pour ça qu'il était en t-shirt. Là. Mais bon, c'est pas grave, au moins il y avait quelque chose. C'est ça. Bossman donnait un coup de coude dans le dos de Road Dogg, l'éjectant hors du ring. Et au sol, le Bossman a enchaîné avec une glissade d'un coup de poing à la gorge, une de ses prises fétiches. Il a donné Road Dogg avec des coups de poing, puis il l'a lancé dans les cordes avant de lui donner un coup de pied au visage. Et après ça, il a projeté Road Dogg contre le coin pour un compte de 2. Le Bossman a pris Dogg dans une étreinte d'ours. Et le Road Dogg l'a mordu en réplique. C'est un chien, il faut mal qu'il morde un peu. Le Bossman l'a frappé pour le plaquer contre le coin. Bossman s'est arraché la pression du coin du ring, mais a échoué. Il a porté un Spinebuster pour un compte de 2. Et le Bossman est sorti d'un sleeper du Road Dogg avec un high rake et un brise-dos. Un fameux backbreaker. Après ça, le Bossman est monté sur la troisième corde, mais le Road Dogg l'a projeté du haut en slam. Et après ça, il a enchaîné avec ses jabs, puis une droite au Bossman qui l'a envoyé dans les câbles. Puis le Road Dogg a sauté dessus avec son cul. Après ça, il a ensuite porté un coup d'avant-bras en pleine course, suivi d'un son shaky knee drop. 1, 2 et dégagement du garde du corps de Vince McMahon. Après ça, Road Dogg court les cordes, mais son adversaire l'a surpris avec un Bossman Slam pour remporter le match par tomber. Ok, je pensais que tu avais une suite. Des fois, j'écoute
j'écoute tes reviews de match, là, puis Ouais. des fois, je me dis, Chris, j'aurais pas dû écouter le match. Il me semble que le review est meilleur quand tu le fais que quand j'écoute le match, là. Souvent, c'est vrai. Pour vrai, je suis comme, je t'écoutais à un moment donné, j'étais comme, il me semble que j'étais pas tant dedans que ça. Là. J'écoute le review, je fais, Ouais. ah, il me semble que c'est. Moi, il donné une plus grosse note. Mais non, moi, il donné la note que j'ai mise sur ma feuille, là. Donne une note pour la description, puis une note pour le vrai match. Le début du match était bon parce qu'il y avait beaucoup d'énergie, mais tu sais, pour une raison que j'ignore, l'énergie a baissé beaucoup. Là, tu sais, c'est pas. Je l'ai devant moi, là, c'est pas le match le plus long non plus. Il était à combien? Il était Non. à. Attends un peu. Je Genre l'ai 12 perdu, je sais minutes, pas, je vais genre. te le dire. Ah, je l'ai pas. Pourquoi je l'ai pas? Je vais checker après. Mais Ok. ouais, c'est ça. Puis dans le fond, il n'y a pas eu beaucoup de moves dans ce combat-là. Tu sais, il y a eu beaucoup de brawling, puis il n'y avait pas de. Il n'y a pas de move en tant que tel. Fait que je trouve que ça a tué un peu. Et en même temps, c'est pas les lutteurs qui font le plus de moves. Là, Ouais. ça fait pas de sens que Road Dogg en fasse beaucoup non plus. Mais le début était correct, était solide, mais rien de trop excitant par la suite. Là. Ouais. Un opener moyen pour commencer le show, le trouver. Puis Ouais. je pense qu'il aurait dû faire gagner Road Dogg. Là. Ouais, moi aussi. Moi, je pense aussi. Surtout pour l'opener. Là. Ouais. Fait En tout cas. que j'ai donné 1 et 3 quarts à ce match-là. Ah, j'ai été plus généreux, j'ai donné 2 écarts sur 5. OK. Le Bossman va parler des ceintures par équipe. Parce que je ne l'avais pas dit, c'est un changement avec Ken Shamrock. Ah, j'ai dit tantôt les changements puissants. Oui, tu l'as dit au début, ouais. Ouais. Avec Ken Shamrock, ils vont perdre des ceintures le lendemain contre Jeff Jarrett et Owen Hart. Et après ça, le Bossman va feuder avec la ministère de la Noirceur ensuite. Et Road Dogg va être champion hardcore jusqu'en février, quand il va mettre la ceinture vacante. Mais il ne restera pas sur sa ceinture bien longtemps, parce qu'il va gagner le titre intercontinental quelques semaines plus tard. Une belle rôle dans ces années-là, Road Dogg, pour vrai, avec la Ah oui. DX, 2 titres. Il y a eu l'Européenne aussi, je pense, hein? Je me trompe pas. As-tu déjà gagné l'Européenne? Je pense que non. Non? Je pense OK. pas. Le hardcore, la IC puis la tag team, je pense que je suis. Bon, c'est quand même très bon. Là. Tag Team, Ouais, c'est un des bons tag teams. Fait que... absolument. OK. Ouais. On voit du footage de 2 semaines avant ce soir à Raw, où ce que Billy Gunn a montré ses faux fous dans la sœur de Ken Shamrock, Ryan, qui était dans la première rangée. Puis je laisse deviner comment Ken Shamrock a pris ça. Il a attaqué Badass Billy Gunn, et voilà. Puis ça a l'air que c'était un plan de Billy Gunn pour avoir un combat de championnat intercontinental contre Ken Shamrock, mais j'ai des doutes là-dessus. Ouais. Puis juste parenthèse, là, 11 minutes 52 le combat entre Bossman et Road Dogg. Quand même long pour ce que ça a donné au visuel. Là. Oh ouais, mais il y a un peu de stalling aussi là, au début du match là, avec les Ouais, deux. ouais. Pas beaucoup, mais un petit peu. Fait que, voilà. Puis la semaine passée, à Raw, encore une fois, ben, Ken a attaqué Billy Gunn pendant son match contre Test. Il a fait son ankle lock sur les marches parce qu'on sait tous qu'à la lutte, toutes les soumissions font plus mal quand tu es sur quelque chose. Oui. Tape des Vraiment. commentateurs, les steps sur une échelle, tout fait plus mal. Ben, c'est parce que ton angle de corps est incliné, tu sais, Ouais, c'est plus mal. ça fait ça. Ouais. Ce segment-là est présenté par le clan Panton. Wow. Bref, et voilà. Match numéro 2. Badass Billy Gunn contre Ken Shamrock pour le championnat intercontinental de la WWF avec l'arbitre du match, Tim White. Et Billy Gunn fait son entrée sur les acclamations de la foule et a entraîné la foule avec un socket. Puis Shamrock, évidemment, était en crise contre Billy Gunn. Fait qu'il a couru vers le ring et c'est parti, mon kiki. Le match a débuté avec un échange de coups de poing entre les deux hommes. Shamrock a projeté Gunn dans le coin avec un puissant élan, mais Mr. Ass a répliqué avec une line tout de suite après. Après, il a fait sa suplex qui fait en délai pour un compte de 2. Billy Gunn a enchaîné après ça avec un coup d'épaule en pleine course et Shamrock a esquivé et Gunn a pris le poteau du ring, épaule première. Puis Shamrock a enchaîné ça avec un knee lift, un body slam et une descente du genou sur Billy Gunn. Shamrock a travaillé le dos de Billy puisqu'il a porté un coup de pied rouet pour un compte de 2. Une pression dans les câbles, Shamrock se baisse, mais c'est télégraphié par Gunn qui lui fait un famous avant que ce soit son finish pour un autre compte de 2. Billy Gunn fonce sur Shamrock qui abaisse la troisième corde, ce qui fait que ton Big Gunn parle sur la troisième corde à l'extérieur du ring. Puis Shamrock a lancé Monsieur Q contre le poteau du ring. Gunn amorçant la chute avec ses mains après ça. Shamrock a interrompu le compte de 10 de l'arbitre, puis se dirige vers la table du ring et Gunn le projette visage premier en l'air des commentateurs en sautant. Un spot que je ne m'attendais pas qu'il arrive quand c'est arrivé. Mm-hmm. De retour dans le ring, Gunn enfonce le visage de Shamrock dans son genou. Et après ça, Shamrock attaque la jambe gauche avec un leg sweep en lui rentrant le genou derrière la tête, la jambe de Billy Gunn aussi après. Et Ken enchaîne avec les coups à la jambe gauche de Billy Gunn.
Et Billy Monsigny avec un roll-up pour 2, mais Shamrock revient tout de suite après ça avec une souplesse du pêcheur pour un autre compte de 2. Ken le remet au sol avec un kick en arrière de la jambe. Shamrock défendant avec tente une close line, mais Gunn l'esquive et Shamrock ramasse accidentellement l'arbitre avec. Après ça, Shamrock et Gunn se ramassent eux autres même avec une double corde à linge pour un double down. Ce qui permet à Val Venus de faire arriver en pleine course pour monter dans le ring et faire un DDT à Shamrock et de quitter après ça tout de suite après. Ça, c'est le moment là, dans la lutte là, que quand tu vois que l'arbitre est à terre puis il y a un double close line puis que les 3 restent à terre, tu sais que quelqu'un s'en vient. Ou même juste quand l'arbitre tombe, tu sais qu'il y a une intervention qui s'en vient, genre quasiment des 15-20 prochaines secondes. Soit ça, ou ben le gars va prendre une arme en bas du ring puis on va le frapper avec, là, ou il essaye puis ils font le spot de Guerrero, mettons. Là. Et pour vrai, là, je me souviens pas d'avoir vu un match qui n'a pas eu de triche qu'un arbitre est à terre. Faudrait que je le vois. On va porter attention la prochaine fois. Il va falloir en jaser de ça. Ouais. Puis aussi, Valvenis est arrivé pour faire des tâches à Shamrock parce qu'il avait fait la même affaire que Billy Gunn a fait à peu près avec la sorte de Ken. Là. Sauf que lui, il a juste fait son petit Low Ladies puis son mouvement de bassin. Là. Ouais. Billy Gunn l'a fait par en arrière, Valvenis l'a fait par en avant. Ouais. Billy rentre vers Shamrock pour tenter de tomber pour 1, 2, et non, des Herman extrémistes de Ken Shamrock. Ce gars augmente la cadence avec un coup de coude en sautant, un splash dans le coin et un slam à monter sur la 3e corde. Sauf que Mr. S fait un flying nothing et Shamrock se tasse du chemin. Fait que Billy Gunn tombe sur sa cheville et se tord de douleur au tapis. Et comme un requin qui sent le sang dans la rivière, Shamrock prend la cheville de Billy Gunn à ankle lock. Ça prend pas de temps que Gunn tape pour donner la victoire à Ken Shamrock, qui devient toujours qui reste champion intercontinental. En 14-24. Ouais. 23, mais c'est correct. 24-23. Ça ne sera pas pour une seconde. Mais ouais, c'est ça. Excellent. C'est pas un vilain match pour le titre intercontinental. J'aurais switché. Moi, j'aurais mis ça en premier comme match d'ouverture. Ça aurait été beaucoup plus énergique comme match. Shamrock, même un match proche de Shamrock avec son énergie, c'est toujours intéressant. J'ai bien aimé aussi comment ils ont joué avec la blessure de Billy Gunn pour le finish après aussi. C'était vraiment bien fait. Là. Ça fait du sens. Puis il a tapé vite parce que c'est Shamrock aussi. Fait que, non, pour vrai, bien joué pour le combat. C'est pas un mauvais match dans l'ensemble. Bien aimé ce match-là. Combat solide, mais peut-être un petit peu trop long. Là. Genre, ouais, cette affaire trop long. Je pense que 10-11 aurait suffi là, comme temps de match, mais en même temps, c'était pas si pire que ça. J'ai donné à ce match-là 2,5. Parfait. J'ai donné à ce match-là 2,15. Parfait. Ouais, pas un mauvais match. Pas vilain. Ouais. Comment ça n'est plus tôt? Shamrock a perdu les adultes par équipe le lendemain avec contre Jarrett et Owen Hart. Puis Gunn va continuer à feuder avec Val Venus et Billy Gunn. Et tout ça va culminer à un match à WrestleMania 15 dans un 4-way avec Goldust. Avec Shamrock contre Venus, contre le Road Dogg, contre Goldust. Fait que voyez-vous une petite affaire que Billy Gunn n'est pas là. Ils ont switché ils ont switché Billy Gunn puis Road Dogg pour changer de division. Fait que, en fond, la hardcore, c'était pour être Billy Gunn, puis la intercontinentale, c'était pour être Road Dogg. Fait qu'ils ont tous switché les deux. Fait que, voilà. Puis, ça a l'air qu'ils ont fait ça parce que Billy Gunn, ça a l'air qu'il était censé gagner la ceinture intercontinentale une couple de semaines avant. Puis, soit qu'il s'est présenté une journée, puis il était out of shape ou il était sous. Puis, ils l'ont puni pour ça. Ou bien, il l'a dit à quelqu'un qui était gagné la belt, puis il a fait non, tu gagneras pas la belt. Ouais, parce que, pour vrai, j'aime beaucoup Road Dogg, là, mais Billy Gunn comme intercontinental fait plus de sens. Il est meilleur lutteur que Road Dogg. Là, fait que... Ouais. Puis mais oui. J'aimais beaucoup cette période-là de la ceinture intercontinentale avec ces gars-là là, qui étaient dans le title picture. Je trouvais que ça représentait bien l'attitude era du mid-card qui était très fort. Fait que tout le monde avait une chance au titre intercontinental. Là. J'aimais beaucoup la bataille autour du titre. Là. C'était pas juste un ou deux challengers. Ça pouvait venir de partout. Là. Puis ça, pour vrai que le roster deep qu'ils ont aujourd'hui, je trouve qu'ils devraient faire ce genre de bataille-là pour aller chercher le titre important. Puis c'est un peu comme la US, ils ont le Open Challenge. L'Intercontinental devrait être quelque chose que tout le monde chase pour atteindre la ceinture heavyweight éventuellement, parce qu'on sait qu'avec les gros noms, on en a pour 3-4 ans encore avec les mêmes noms. Ouais, ça c'est. Ouais, tu l'as bien dit. Puis Goldust veut avoir dans cette histoire-là parce qu'il va avoir pris la sœur de Ken Shamrock, Ryan, puis l'amener avec lui, puis le Blue Mini. Posez pas de questions. Mais pour vrai, ça marche parce que
Venus puis Billy Gunn, ils ont un peu des gimmicks lovers, si on veut, tu sais, un peu. Qui aime les femmes, mettons, là. Qui aime les femmes. Puis Goldust, ben, il est juste weird, fait que ça marche aussi, là. Tu sais, il est Il comme. porte une perruque. Exact. Mais on devrait tous porter une perruque, en fait. On On devrait tous arriver dans une pièce avec une perruque. On devrait faire une pétition pour ça. Change.org. Je sais pas si Ça c'est existe pas déjà, ça? Ben oui, j'essaie. On va aller là-dessus pour faire la pétition, c'est ce que je veux dire. Ah, OK. Ah, OK. Oh, tu connais ton site de pétition, tabarouette. C'est impressionnant, pareil. Solidarité. Mais, oui. T'aimerais-tu que j'achète une perruque? Bah, c'est pas nécessaire. T'apporterais-tu? J'ai déjà encore la mienne que j'ai pris Bobby Heenan une couple d'années. Ah, c'est vrai. J'avais pris Ric Flair aussi. Ouais. M. McMahon est absent dans le vestiaire, se préparant avec Shane McMahon, Patterson et Briscoe qui sont à lui pour l'encourager pour le Rumble match. On va voir Billy Gunn se faire escorter à l'arrière par les officiels. On va vers le ring pour le match numéro 3. Gangrel contre X-Pac pour le championnat européen de la WWF. La belle du match, Teddy Long. Holla holla. Y a-tu, on dirait quasiment que c'est une thématique DX, c'est ça? Ben oui, pretty much, ouais. OK, parfait. Ben, c'est cool parce qu'ils vont garder la foule investie, c'est DX. Ouais, c'est vrai, rendu là. Puis t'as raison, Road Dogg a jamais gagné de titre européen. OK. Ouais, Gangrel donne un coup d'épaule à X-Pac pour commencer, qui réplique avec un hip toss, une souplesse arrière et une descente de la cuisse rapide. Et X-Pac qui passe avec un coup de pied en tournant, mais rate ça charge dans le coin. Il est pris assis sur le deuxième coussin et Gangrel fait un splash dans le coin. Suivi d'une belle étoupée souplex avec overhead avec les deux bras barrés. Une de ses prises fétiches pour un compte de deux. T'es cool, ça. Comme, je vois plus ça à cette heure, hein, ce move-là, pour vrai. Ouais, mais disons qu'il y a des mots qui plus dangereux que ça qui remplacent ça. Ouais, je sais. Je devrais pas, mais bon, c'est ça. Ouais. Gangrel envoie X-Pac la gorge en premier sur la troisième corde. Après ça, il calme le jeu avec un chin lock. X-Pac se libère en courant le long des cordes, mais Gangrel le projette en les airs, une version de Flapjack où il tombe direct en pleine face. Un beau bum d'X-Pac comme toujours. Après ça, Gangrel monte au top pour un elbow drop, mais il n'y a personne dans la piscine pour le vampire. Et X-Pac revient avec un spin kick, une corde à linge avec une vrille pour un compte de deux. Gangrel reprend son élan, mais X-Pac, ça lui permet de placer un autre coup de pied en sautant quand il arrive vers lui. Et le membre de DX avec les 10 punches dans le coin et Gangrel tombe assis, super bien placé pour X-Pac qui fait son Bronco Buster au grand plaisir de la foule. Et après un autre kick, X-Pac monte sur la deuxième corde, mais Gangrel le fait tomber d'un coup de poing. Il change des coups de poing, mais X-Pac le fait tomber après. Le champion européen saute avec une croix de corps, mais Gangrel renverse ça en pin, sauf que la rotation s'est mal faite. Puis Long fait un compte de 3, même si c'est pas la fin. Je sais pas, c'est dur à dire qui était pour blâmer là-dessus. Là. Je sais pas si toi tu as une idée. Je sais pas, mais ça m'a gossé parce que le match avait un esti de bon rythme avant ça, puis ça a tué pas mal. Ça a scrappé le match pour tout le monde. Je suis sûr que quelqu'un qui se rappelle de ce match-là se souvient juste de la fin. Ouais. Moi, je sais pas si X-Pac a juste manqué de son tournant, whatever, puis... ouais, mais l'autre, il a juste une affaire à penser, là. Tu parles de Teddy Long, Teddy Long, il a juste à se placer, là, rendu là, même s'il tourne. Tu sais, maintenant... Je sais pas, ça arrive vite aussi, hein. C'est facile à dire, mais... Et la foule, évidemment, a eu le non-résultat, puis un petit peu de You Fucked Up, là, qu'on entend. Là. Ouais. Fait que c'est ça, fait que... des choses qui arrivent malheureusement, c'est ça qui est plate, mais ça arrive. Powerslam de Gangrel pour un 2 très proche de 3. Il veut lancer X-Pac dans les airs comme tantôt avec son Flapjack en pleine face. Mais X-Pac sait qu'est-ce qui s'en vient. Fait qu'il renverse en X-Factor pour le tomber et garder le championnat européen avec un très beau finish. Ce reverse-là d'X-Pac en X-Factor, ça me rappelle beaucoup je compare ça un peu avec Cassidy aujourd'hui, tu sais, quand il renverse une suplex en stunner. Là. Ouais, c'est Sundog Millionaire, ouais. Ouais, parce que ça peut venir de nulle part. Tu sais jamais quand il va vraiment le renverser. Tu peux le faire de n'importe quelle base, tu peux le flipper, tu peux atterrir de l'autre côté. Fait que c'est. Tu sais, même, j'ai écouté le match, je fais comme wow! Au début, je l'avais pas vu qu'elle allait faire ça. Je fais oh shit! J'ai trouvé ça nice. Fait que non, pour vrai, excellent match. Un esti de bon rythme. Puis c'est plate que le petit botch avec l'arbitre, ça a un peu brisé la fin, là, comme j'ai dit tantôt. Là, mais quel match, sinon. X-Pac, c'est un des maîtres pour faire en dedans de 8 minutes pour faire un match spécial. Là, c'est un maître dans l'art. C'est ça. Ouais, pour vrai. Es-tu
Y a-tu une job quelque part, AEW, WB? Ben, c'est plus WB, j'imagine, vu que c'est Triple H et le Shawn qui sont là, mais y a-tu une job? Il pourrait être agent, me semble, non? Me semble qu'il faisait des in and out à NXT à un moment donné avec Sean. Ok. Je sais. Faudrait que je check le podcast parce que je sais pas s'il fait encore son podcast. Il en parlait à un moment donné sur le podcast. Mais oui, pour monter des matchs, ce gars-là, il a une tête hallucinante. Là. 5 minutes le match, 5 minutes 53 le match, puis Chris n'aurait pris plus, mais ça a été juste assez pour me donner ce que j'avais le goût de voir. Fait que... Puis Gangrel, là, c'est un bon lutteur, Gangrel Ah aussi. ouais, C'était c'est un pas, bon il est worker. pas vilain. Là. Ouais. Non, très bon worker. Ouais, Un t'as très, donné. Hein? un très bon combat, mais un peu plus court pour être plus que ça, malheureusement. Mais mettons un petit 2-3 minutes de plus, ça aurait été bon. Mettons le 3 minutes de moins que je voulais avoir pour l'autre match d'avant avec Billy Gunn, ça aurait pu dans ce match-là à la place, ça aurait été bien meilleur. OK. Ouais. Je lance ce match-là 2 et 3 quarts. Oh shit, OK, on a la même note. 2-3 quarts pour ce match-là, moi aussi. That's it. Comment ça. Ouais, en même temps, si on voit le même match, c'est comme. Mais non, mais le match est bon, il est Non, court. mais Puis, non, dans le sens, comme là, tu dis, il aurait pu être 3. Là. je parle overall, là, je parle de quand on a les mêmes Ah notes, oui, là, ben oui. parce qu'on Ben voit le oui. même show quand même en bout de ligne. Là. Ben oui, ben oui. Fait qu'après ça, Expert va avoir une rivalité avec Shane McMahon, bien sûr, par la suite. Et Shane va le battre 2 fois, dont le blow-off à WrestleMania 15 avec. Après que Triple H et Chyna sont venus intervenir pour faire perdre X-Pac et faire gagner Shane. Et pour Gangrel, lui, Edge et Christian vont joindre la Ministry of Darkness pas longtemps après ça pour être avec eux. Wow. Malade, pareil, quand tu penses à ça. Là. Ouais. C'était hot en plus, le reveal qu'il avait fait pour Edge and Christian dans Ministry. Là. Il y avait tous des hoods comme des druides, puis les autres enlevaient un après l'autre, puis ils montraient les faces des trois. Là. Un peu comme à Mystery Wrestling, là, quand que. Ouais. Puis t'avais Gangrel, quand il enlevait son masque, il avait fait une grimace. C'était écœurant. Gangrel qu'on a vu lutter en live une couple d'années. Battle War. Ouais, c'était malade. C'était contre Frankie, hein, c'est ça? Ouais, absolument, ouais. Juste d'être au Battle War et attendre la tune de Gangrel, c'est malade. Là. Ouais, vraiment. Puis en plus, tu sais, l'ambiance de Battle War fit avec son Ouais. team. Là, fait que... Ouais. Ouais. Malade. Bref, et deux temps avec Kevin Kelly, Triple H, Chyna et le Road Dogg. Il y en a, ça va pour parler, mais le Dogg prend le micro. Il dit que la stratégie il va se faire 100 000 $. Il va se remporter une chance au titre à WrestleMania. Et X-Pac arrive dans le shot de son match, puis il dit qu'il aussi, c'est lui qui va gagner le 100 000 $. Triple H dit que DX est plus proche que personne ne peut l'être. Mais ce soir, c'est pour une chance au titre. 100 000 $. Et c'est chacun pour soi. Et chacune déterminée de Chyna qui a pris le micro après. Ouais. Parce que oui, il va être là la 9e merveille du monde. Shane McMahon fait son entrée vers le ring avec une tune, disons, douteuse. Genre, techno, genre, je sais pas. Ça fait pas vraiment. Bref, il prend le micro. Il nous sert de la prochaine championne féminine de la WWF, la très charmante Luna Vachon. Et McMahon dit que très malheureusement, Sable a subi une blessure chronique au dos. Il ne pourra pas compétitionner ce soir pour la ceinture. Puis ils montrent pendant ça que Luna avait attaqué Sable dans le ring à Sonate 8 tantôt. Encore une autre storyline qui ont fait à 8, un complément de rivalité. Puis pour ça, Sable arrive, sa tune joue. Et elle arrive en se tenant légèrement le dos. Elle a vraiment mal, ça paraît. C'est une très bonne actrice. Ah oui, très bonne actrice, ouais. Puis après ça, elle prend le micro et elle dit Ring the bell. Fait que là, voilà. Shane dit que c'est son choix. Puis il commence le combat. Donc le match numéro 4, Luna contre Sable dans un combat de strap. Championnat féminin de WWF. Et l'arbitre du match est Jimmy Corderas. Notre ami, on le salue. Ouais. Salut Jimmy. Après une brève absence, la championne féminine Sable a fait son retour à Raw le 28 décembre dans un Open Challenge. Puis avant le match, une partisane identifiée plus tard comme étant Tori, et pas Tori Wilson, le Tori avec X-Pac, est montée dans le ring pour lui offrir une rose. Non, mais il faut préciser, des fois, le monde qui... Non, mais Tori, on devrait toujours dire Tori avec le top vert. Là. Tout le monde sait c'est qui. Là. Oh ouais. L'ancien monde de King. Oui, aussi. Ouais. Et, une cacheuse masquée surnommée le Spider Lady. Elle a fait son entrée sur le ring pour un match. Puis ça, c'est un petit clin d'œil à un incident qu'il y avait eu dans les années 80 de WWF avec Wendy Richter quand il était championne. Ouais. Ils voulaient la mettre dehors. Puis elle ne voulait pas dropper la belle. Fait qu'ils ont mis Fabulous Moolah dans un habit puis un masque. Puis elle avait battu de force. Puis c'est ça. C'est le Original Screwjob. On l'avait-tu écouté, ça, sur Twitch? Parce que me semble, ça me dit trop de quoi pour ma mémoire d'éléphant
que je m'en souvienne aussi clairement. Fait que je sais On a pas. peut-être écouté, On en a parlé souvent, peut-être aussi. Là. on a peut-être écouté WrestleMania quand elle gagne contre elle, là, peut-être. Là. Ah oui, ça doit être Ouais. ça. Ouais, ça doit être ça. On en Ça a se peut. parlé dans ce WrestleMania-là. Ouais. Je sais que aussi, à un moment donné, sur Twitch, on regardait des Colosseum vidéo, peut-être c'est là-dedans. Là. Ouais, c'est ça. Il y avait des vieilles affaires là, dans ce temps-là qu'on écoutait. C'était cool quand même. Ouais. Pour revenir au match avec la Spider Lady, le match est terminé sans victoire quand la Spider Lady a commencé à frapper Cyril avec sa ceinture. Puis la femme masquée était évidemment Luna Vachon qui affronterait dans un strap match ce soir au Rumble Sable. Puis il y avait une lanière de cuir attachée à leur poignet. Pour gagner le match, il fallait tuer les 4 coins de suite. Et Shane s'est joué au commentateur pour le match. Shane puis Luna Bachon, pour vrai, là, je comprends pas. Là. Je l'ai dans mes notes pour la fin du match, mais je vais le dire tout de suite. Là, Ben, pourquoi? c'est parce qu'ils voulaient juste mettre que c'est beau de perdre la belt, puis ils ont pogné Luna, c'est tout. C'est pour ça qu'ils. Il juste était là, puis lui, il était. Je sais pas. Là, dans ce show-là, Shane me tape ses nerfs, pas à peu près. C'est ça. Ben, Je vais juste le dire. c'est son but, mettons, en heel. Ouais, mettons. C'est beau s'est montré agressive dès le début, utilisant la courroie sur les côtes et projetant Luna contre le poteau du ring. Et c'est bon encore frappé avec la Luna avec la courroie, puis l'a étranglé avec après. Et c'est bon de projeter Luna à travers le ring, à toucher les deux tendeurs, mais Luna l'a contré. Luna s'est acharné sur le bas du dos de Sable en lui marchant dessus, puis il l'a étranglé avec la lanière. Et Shane dit que Sable doit être remise à sa place parce qu'elle n'apprécie pas ce que Vince McMahon a fait pour elle. Luna a touché les deux Ça, tendeurs. Oui, excuse, je te coupe, là, mais si c'était dans les mêmes années qu'il y a eu la poursuite c'est contre après les ça. McMahon, c'est après, hein, ça? Ouais, c'est après, ouais. Ok. J'en parlais tantôt. Ah. Luna a touché les deux tendeurs, mais Sable l'a contré, il l'a frappé à plusieurs reprises avec la lanière de la strap. Dans De le fond. poulet. Ouais, mais non, pas non. Luna ripostait avec un brise d'eau, tandis que Sable simulait une blessure au dos, du mieux qu'elle pouvait, donc pas très bien. Luna a passé la courroie autour du cou de Sable, puis a fait le tour du ring pendant que Luna touchait chacun des tendeurs 3 fois de suite. Mais ce qu'elle savait pas, c'est que Sable touchait les mêmes turnbuckles qu'elle après qu'elle s'est retournée de dos. Fait que, voilà. Ça, c'est des spots qui font tout le temps des affaires de même. Là. Ouais. Shane est monté sur le tablier du ring, distrayant l'arbitre. Et la même fan que j'ai parlé tantôt est montée dans le ring à frapper Luna, ce qui permet à Sable de toucher le 4e turnbuckle et gagner le match. Puis Lawler l'a qualifié de harceleuse du public. Et après la décision, Sable célèbre pendant que Shane s'en va frustrer de la situation. Alors voilà. Une chance que c'est un strap match. Ce qui a rendu le tout pas mal plus divertissant, puis t'avais pas besoin de faire de move de lutte, puis qu'il y avait comme un but en dedans des 4 coins. Là. Parce que, puis je parle pas pour Luna, évidemment. Là, puis Sable, c'est correct, là, c'est Sable, mais dans le ring, c'est très, très, très limité. Ça a donné un petit enjeu au match là, que je me crissais là, comme quand ça a commencé. Je peux pas me crisser plus de ce match-là. Puis je trouve ça plate parce que à la base, j'aime Luna. Là. Oh ouais. Puis Shane avec Luna, ça marche pas. Là. Il y a plein d'affaires qui. Tu sais, c'est comme un remplissage de n'importe quoi. Puis je comprends, là. Oui, comprends, oui. Pourquoi ils l'ont fait, là, mais en tout cas, c'est ça. Une chance. Ouais. C'était pas bon, mais rien de mauvais dans les circonstances, j'ai trouvé. Puis Luna a fait un beau travail pour builder le match. Puis ça aurait pu être beaucoup plus pire, mettons. Ah, vraiment. Vraiment. Je vais pas dire. Si c'est allé en premier. Attends un peu, je vais retrouver mon. Je l'ai ici, là. Parce que j'ai tout marqué sur un. J'ai donné 1 et 1 et un quart. J'ai donné à ce match-là 1 et un quart. Bon, on a vu le même match, c'est bon? Oh, allez, je suis allé. Ah, ben là, maintenant, c'est ça qui est ça, là. Ah ouais. La femme qui a été Sable va s'appeler Tori, comme je disais tantôt, une super fan de Sable. Et Sable va faire un tournée. Il va tourner heel contre elle. Il va l'affronter à WrestleMania 15. Et Noé Sable, à la cheval de WWF, elle va quitter au mois de mai. Après, évidemment, elle va faire un lawsuit de harcèlement sexuel contre la WWF. Je pense que c'est un chiffre genre de 7 millions, peut-être même plus. Elle n'a pas gagné. Hein. Non, elle n'a pas gagné. Puis quand elle est revenue en 2003, ben, il a fallu qu'elle French Vince à la TV. T'es un pal. Hey, pour vrai, le gars, là, ben, Ah ouais. c'est fou pareil, là, quand tu penses à ça. Là. Ouais. Puis, tu sais, elle a l'air encore plus conne, là. Ouais. Dit là. Mm-hmm. Elle sortait avec Brock en 2003? Je sais pas. Peut-être. Peut-être, ça se peut. Sûrement qu'ils sont rencontrés pendant qu'ils étaient là-bas, j'imagine. Elle a l'air d'une Chris Sable, pareil. Elle n'a pas l'air d'une fille nice. Ouais, ben, peut-être.
Je la Pas. connais pas. En même temps, je dis ça à l'autre bord de ma TV. Là, je peux... Ouais, puis je la connais pas, puis je dirais pas ça à. Je mettrais pas dans l'univers, peut-être que Brock va m'entendre, mais que je prendrais pas de chance. Fais pas peur, Brock, moi. Ouais. Moi, il a envoyé Picton. Ouais, Ah non, c'est ils vont ça. se mettre les deux ensemble pour Ouais, le battre. il voudra pas t'aider, lui. Luna, elle va être suspendue pendant 6 mois après une altercation backstage avec Sable. Fait que voilà. Ouais. On voit le Big Boss Man discuter avec backstage avec Shamrock et Tess. C'est l'importance du Rumble pour lui. Il dit Cole et Lawler parlent ensuite du Rumble et le King implore les membres de la corporation de travailler ensemble pour sortir Austin du Royal et de splitter l'argent ensemble ou whatever. Faire ce que. Splitter l'argent ensemble au P, whatever. On s'en crisse, là. Tant que vous éliminez Austin. Puis il dit, Lawler dit ça qu'il sentait la dissension avec DX. On va voir si c'est le cas tantôt. On a ensuite un recap vidéo sur la rivalité entre Rock et Mankind. Et les deux sont en rivalité depuis Survivor Series 98, Deadly Games, dans le tournoi, où ils se rencontrent en finale, puis que Rock a screwé Mankind avec Vince et Shane. Et après ça, il y a le champion corporatif. Mankind a affronté de nouveau The Rock à Rock Bottom et In Your House. Puis il a remporté le match. M. McMahon est intervenu en annonçant que The Rock avait perdu le match en perdant connaissance du M. Sacco. Puis qu'il n'avait pas abandonné, donc ça faisait que la ceinture ne changeait pas de main. Fait que malheureusement, Mankind s'est fait encore avoir une fois de plus. Furieux d'avoir été pris à 2 reprises, Mankind a attaqué Shane McMahon lors de Raw is War et exigé un match. Lors du premier match de Raw is War en 99, le 4 janvier, après les de la Corporation, DX et Stone Cold Steve Austin, Mankind a battu The Rock, le champion de la WWF. Un match évidemment qu'on a fait le Raw en question l'année passée, je pense, avec en même temps que le Figure Poke of Doom, là, genre un simulcast qu'on a fait des 2 reviews. Là. Une des plus grosses victoires du monde de la lutte en général. Ben, c'est un one-two punch genre historique. Là, que la belle change de main dans ce style-là, puis qu'il fasse le Finger Poke of Doom l'autre base, c'est comme. Hey, j'ai un hot take, moi. Vas-y donc. Mettons, à part la NWO, là, les 3 membres, original. Là, Ah ouais. mettons, tu mènes tu grossis la gang un peu plus tard. Là, je trouve que la Corporation est meilleure que la NWO. Non, je pense pas. Pas à ce point-là. Non? Non. C'est bon, la Corporation, mais je pense que ça soit mieux que la NWO. Surtout les 2 premières années. Après ça, give or take, non. Là, mais... OK. Je sais pas. Ben, ça se peut. C'est possible. Il y a peut-être du monde qui a la même opinion que toi, peut-être. Je sais pas. Mais... Peut-être. Ouais. En tout cas, la Corporation de Vince et Shane, pas l'autre avec DiBiase. Ça, c'est sûr. Ah non, mais non. Mais non, hein. Ça, c'est la meilleure. Ça, c'est meilleur que tout ce qui s'est fait dans le monde de la lutte. Faut pas mettre les sound effects, ça me tente pas. Okay. Bref, initialement, Mankind a refusé les demandes de revanche de The Rock, malgré les stipulations successives proposées par le Great One pour apaiser Mankind. Quand il s'est finalement de le supplier. À ce moment-là, c'est Mankind qui a révélé qu'il oui, je vais le faire. Puis il dit, hein, comment ça? Il dit qu'il va s'affronter dans un I Quit match au Rumble. Dans The Rock n'a pas le choix d'accepter. Et s'il veut son shot, il n'a pas le choix. Alors voilà. Et interruptant avec Doc Hendricks et The Rock. Et The Rock a affirmé qu'il Garadam T qui était pour être qui était le meilleur, mais l'homme le plus électrisant de tous les temps. Puis il a dit qu'il serait le meilleur champion de la WWF de tous les temps en même temps. Si vous sentez ce que le Rock cuisine. Puis à noter que oui, le Rock était ill, mais tu sais, le monde aimait pareil, je pense un peu. C'était cool, là, c'est dans ces années-là. Là. Ouais. Match numéro 5, on est rendu au I Quit match avec Mankind contre The Rock. Le championnat de WWF et l'arbitre du match est Earl Hebner. Incroyable le swag de The Rock. Là. Pour vrai, là, ses habits, man, à The Rock, là, tout au long de sa carrière jusqu'au Final Boss. Là. Ce gars-là, man, c'est. Je sais pas. Il y a de quoi, là. L'habit Adidas, là, on l'a-tu tout porté, ça, pour se penser comme The Rock, là? Ouais, mais pas pour les mêmes raisons que The Rock, par exemple. Parce que The Rock, il a mis ça parce qu'il s'est fait opérer tâton. Ah, c'est vrai, ça a gratté, ça a frotté ses totons, hein? Non, il mettait ça parce qu'il avait été opéré pour les. Ah, pour cacher ses totons? Pour la poitrine. Je sais pas, il y avait de quoi, une condition pour sa poitrine qui faisait que c'était plus gros. Puis c'est pour ça qu'il pétait les sauts de même quand dans ce temps-là. C'était pas parce qu'il voulait un nouveau look. Là. Je reparlerai, moi, dans un podcast au mois de février, là, je l'ai noté. Là. On fait un podcast spécial au mois de février, puis j'en reparlerai de ma condition de
de corps que j'avais besoin pour. En tout cas, on en reparlera d'ici là. C'est un tease, ça. Quel podcast? On va en parler après le podcast de celui-là, après le review. Ah, parfait. Je vais montrer l'extrait, un extrait de Heat tantôt, que j'ai parlé tantôt de Mabel. Avec Mabel, Rock et Shane McMahon qui ont attaqué Mankind à 3. Puis Mankind a fait une coupe de grosses splash sur Foley pour l'affaiblir. Mankind commence avec un coup de joue dans le coin suivi d'un bulldog. La bête Earl Hebner, un micro en main, entend le Rock insulter Mankind. Puis ce dernier frappe Rock avec le micro. Puis il fait une corde à linge par sa troisième corde, comme Mankind fait souvent. Rock lance Mankind, genou en avant contre les marches de métal. Et Rock lance des insultes dans le micro de l'annonceur. Mankind riposte avec un coup de chaise dans le dos et frappe Rock à la tête avec le micro à 2 autres reprises. De retour dans le ring, Mankind porte un double arm DDT. Il sort sa chaussette, M. Socko, et applique la prise de la bavure à The Rock pour le mettre au tapis. Ce Rock est dans les vapes et ne répond pas à savoir s'il abandonne. Et Mankind menace de lui arracher son sourcil ridicule. Il envoie Rock par-dessus la barricade pendant qu'on voit une équipe de tournage supplémentaire pour le film Beyond the Mat, If You Know, You Know. Oh yes. Rock il va de Power Slam à Mankind par-dessus la barricade, le faisant atterrir sur le tapis en bas. Et on pouvait apercevoir la femme de Foley, Colette, et ses enfants plus jeunes, Dewey et Noel, ouais, au bord du ring. Et Rock a frappé la cloche du ring sur la tête de Mankind à 2 reprises. Il fait The bells will be ringing. Même dans un brawl, il trouve le moyen de faire des niaiseries. C'est malade. Mais pour vrai, c'est le meilleur I Quit match ever. Là. Oh, il y en a beaucoup dans I Quit match. Non, mais la façon que c'est fait, là, avec le micro, puis trash talk, puis la violence, tu as tout dans ce match-là, là, c'est vraiment bon. Hein, pour vrai, oh, ouais. Rock, il va d'un. J'ai dit cette affaire-là. Ouais, ils ont monté la table des commentateurs espagnols, mais celle-ci a cédé sur le poids des deux, de près de 270 kg, comme a indiqué Michael Cole. Pour après, on a pu voir The Rock demander à Mankind si c'était correct, avant de demander s'il abandonnait. Rock a craché de l'eau sur le visage de Mankind, puis il a riposté en projetant Rock contre le poteau du ring, et puis le roué de coups en remontant l'allée vers l'entrée. Solid se bat jusqu'à la table technique. Et Rock a enchaîné les coups sur le point sur Mankind qui a répliqué. Puis Rock lui a porté un DDT au sol. Et Mankind a après ça a réussi à l'abandonner. Et Rock a trouvé une échelle. Et Mankind l'a fait tomber d'un coup de pied. Et il l'a immobilisé en dessous de Rock. Mais celui-ci n'a pas cédé en abandonnant. Mankind a donné un coup d'épaule, un coup de coude sur l'échelle, mais Rock s'est tassé. Et les fans se cantaient bruyamment Rocky Sucks, qui met The Great One en crise. Rock a grimpé l'échelle pour essayer de s'échapper de Mankind, mais ce dernier-là l'a suivi. Puis Rock lui a porté un coup bas. Et après ça, il a projeté d'une balustrade à près de 4 mètres du public. Et Mankind a frappé le panneau électrique. Puis évidemment, la foule a grandement popé. Puis oui. avec les sparkles partout. Puis savoir si Mankind était électrocuté. Puis Holy voilà. shit. Ouais, pour vrai, c'était spécial. C'était vraiment cool. Et Shane est arrivé après ça pour dire à Rocky qu'il disait que c'était fini. Là, dans le sens, là, il faut bien qu'il ne bouge plus. Là, puis Rock a refusé en disant non, moi je vais le faire abandonner. J'ai dit que je vais le faire abandonner, puis c'est ça qui va arriver. Puis Shane n'est pas sûr, mais il laisse aller. Fait que le match continue, malheureusement, pour Mankind. Ouais. Je trouvais que c'est une belle touche de voir Shane qui arrive, même si c'est genre le boss heel, de faire montrer un peu de compassion. Là, ça fait genre plus vrai. Là, même si on sait que c'est ça. Rock a pris des menottes. Oh boy, ça s'en vient. A mis des menottes au bord du ring. Et puis il a monté les mains de Mankind dans son dos. Le champion est revenu avec un coup de pied dans l'entrejambe de The Rock. Puis Mankind avait une coupure au-dessus de l'œil droit et saignait. Un coup de dans l'entrejambe de The Rock, mais ce dernier a pas passé avec une close line. Il n'y a pas eu de son de cloche là, quand il va de son low blow avec le genou, là, comme dans No Mercy. Ça aurait été malade, par exemple. Mais ça. Rock a placé une chaise sur la tête de Mankind. Il lui fait son coup de coude corporatif sur la chaise. Et ouais, ça va pas du faire du bien. Mais Mankind a encore refusé de l'abandonner en disant va en enfer, Rock. Puis Rock a pris le micro et il a répondu que lui, il était pas allé en enfer, mais que Mankind était pas allé avant lui. C'est là que le carnage a vraiment commencé. Ouais. Rock a donné un coup de chaise à la tête de Mankind, numéro 1. Puis il a donné un autre alors que Mankind était à genoux, numéro 2. Et Mankind titubait sur le ring, ce qui permet à The Rock de lui donner 3 autres coups de chaise super fucking stiff, 3, 4 et 5. Puis pour vrai, calice, man. C'est insane. Ben,
Je me suis vraiment là, attardé à ce moment-là du match là, où je me disais, il y a un moment donné là, que ça n'attend pas que les coups arrivent. Là. Ah ouais, il est Genre, dos. il est dos, puis des fois, tu te mets comme ça un peu, là, où tu fais juste comme. J'ai Genre, l'impression que ça n'attendait pas, sa tête est molle, puis ça fait juste comme. Poc! ou Ouais, genre, frappe-moi le dos, là. ouais, c'est malade, là, pour vrai, c'est une scène, là, je comprends même pas pourquoi que c'est arrivé, ça. Tu sais, il aurait pu frapper le dos, là, rendu là. Je sais pas pourquoi il l'a pas Ouais, fait. rendu là, c'était pas nécessaire qu'il frappe à l'arrêt de la tête, là. Ouais. Ouais, bref. Pour revenir à nos moutons, malheureusement, ça, Cole crée au commentaire Mankind abandonné et un petit plaidoyer de Michael Cole. Mhm. Dommage qu'ils ne l'entendent pas. Puis Rock a porté son 6e coup de chaise à la tête de Mankind qui est l'acteur du ring. Ils sont dirigés vers l'allée. Rock a donné un autre coup de chaise sur la tête, le numéro 7. Puis un autre encore plus violent, le numéro 8. Puis Rock a dit que Mankind allait dire I quit alors que Mankind se relevait. Puis après, il a frappé de nouveau à la tête avec la chaise pour le coup numéro 9. Puis Cole a supplié M. McMahon de faire quelque chose en arrière. Puis là, Rock a donné un coup de chaise violent en arrière de la tête de Mankind pour le numéro 10. Puis Rock a enfin posé la chaise par terre. Puis c'est jeté sur Mankind. Puis il a ordonné de dire I quit. Puis il y a eu un silence. On a entendu un enregistrement de Mankind dire I quit 3 fois. Une victoire à The Rock. Puis l'enregistrement datait de quelques semaines où Mankind avait dit en entrevue qu'il ne dira jamais les mots I quit pour The Rock. Fait que malheureusement, ça s'est rendu contre lui, cette petite affaire. Ouais. C'est une belle touch, par exemple, pour le match, je trouve. Ben ouais. Après la décision, The Rock est remonté dans le ring et a célébré sa victoire avec le titre de WF, marquant le début de son 2e règne avec la ceinture. Il court à demander de l'aide pour Foley. Puis on a vu Foley se faire examiner par les médecins. Et Rock a mis le titre de WF sur son épaule. Il s'est dirigé vers les coulisses. Puis posé avec le titre par-dessus la tête de Mick Foley, qui était dans l'allée. Une civière est arrivée pour emporter Mankind hors des lieux, mais celui-ci a réussi de partir en civière, en brave homme. Puis on l'a finalement aidé à se joindre dans les coulisses. Ouais. Écoute, c'est. Tu sais, c'est plate à dire, c'est excitant le match, dans le sens que tout ce que Foley peut endurer, mais en même temps, tu regardes ça d'un autre côté, puis c'est hyper dangereux. Puis, tu sais, il n'y a pas une fois qu'il met ses mains, là. Tu vas me dire ses mains sont attachées, là, mais il n'y a pas une fois qu'il aurait mis ses mains de toute façon, ou presque, là. Mais quelle violence, quel match de. C'est tellement bien ficelé le storytelling dans le match, tout fait du sens. Puis la fin avec l'enregistrement à écoute, quand il sait très bien que Foley abandonnera pas. Pour vrai, c'est du génie. Là. Puis évidemment, tu en as parlé tantôt, mais Beyond the Map, ça avait été documenté pas mal, ce match-là, avec les enfants de Foley qui étaient en pleurs parce qu'ils ont vraiment eu peur. Ils étaient backstage après, puis on sont allés le voir, puis il était avec The Rock, puis ils se parlaient. Ouais. Mais c'est ça. C'était wow. Quelle violence, mais. Tu sais, ça, c'est un match que tu aurais pu voir. Tu peux voir à AEW aujourd'hui, mais que tu verras plus jamais à WWE. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mm. Puis beaucoup a été écrit puis parlé de ce match-là après 27 ans, là, évidemment. Mais en résumé, The Rock a donné juste 5-6 coups de chaise à la tête de Mankind. C'est quand même déjà pas mal beaucoup, là, même si c'est juste 4 de moins que ce qui est arrivé. Mais en fond, le monde dit 10, mais c'est 11 parce qu'au début du match, il y en a reçu un autre. Là. Ouais, c'est vrai. 10 consécutifs, puis un plus tôt dans la raconte, mettons. Puis Foley, en bout de ligne, dit qu'en voulait pas The Rock, il y avait beaucoup de remords suite à ça. Puis notamment, on se souvient d'avoir vu Beyond the Mat avec la femme de Mick et ses 2 enfants qui pleurent et qui s'en vont backstage. Vraiment, comment qu'on. Distraught, là. Traumatisé, c'est ça que je cherchais. Traumatisé, ouais. Mais tu sais, l'affaire, c'est que je pense que The Rock s'est laissé emporter par la foule, puis le moment, puis le fait que ce soit l'adrénaline. Sauf que, tu sais, il est chanceux dans sa malchance que ce soit Foley, parce que n'importe qui d'autre aurait pu. Tu sais, Foley est habitué à ce genre d'affaires-là. Fait que, mettons, il aurait essayé de faire ça à Austin, mettons, là. Je pense pas que ça aurait fini pareil. Austin, il aurait cassé ailleurs. Ouais, solide, là, solide. Mais. Ça resté de l'eau. Tu sais, puis c'est plate à dire, mais Foley, il a 60 ans, 61 ans aujourd'hui, là. Puis il est magané, là, mais il pourrait être magané bien plus que ça pour ce qu'il a fait. Ah ouais? Mais d'ici 5-6 ans, Foley, je ne sais même pas s'il va marcher encore tellement que.
Ça n'a pas de sens. Là. Mais il y a il était censé avoir. Ce que Mick Foley dit aussi plus tard, c'est que son plus grand regret, c'était pas tant les chair shots, c'était pas tant n'importe quoi, mais c'est d'avoir amené sa famille pour voir ça là. Ben oui, ben oui. Of all the days, tu peux l'amener ta famille, c'est bien ce match-là. Là. Mais il y a une raison Ouais. pourquoi il avait amené sa famille, je sais pas si tu sais. Là. Mais Pour le documentaire, non? Non, pas juste ça. Au début, Mankind voulait comme finish, que Mankind veut pas abandonner, mais qu'à un moment donné, genre Rock, il pète tellement Mankind qu'à un moment donné, il voit sa famille, première rangée, qui pleure, puis tout. Puis là, c'est là qu'il voulait dire, OK, I quit, parce qu'il voit genre sa famille, genre capoter, genre traumatisé. Fait qu'il dit, OK, ben, je veux pas que ma famille voit ça, fait que je vais abandonner. Ça a été une façon qu'il abandonne sans qu'il perde son manhood, mettons, de personnage aussi. Là. Fait qu'il voulait faire ça, mais Vince, il dit, ah, non, c'est mieux de faire l'affaire avec les L'enregistrement. chaises, puis tout, l'enregistrement, ouais. Fait que c'est pour ça que la famille était là de Foley, parce qu'au début, il voulait faire un autre finish différent de ce qui est arrivé. Comme on avait fait dans notre I Quit Match, dans mon I Quit Match, quand vous aviez kidnappé Kelly dans le temps. Puis Genre, mais ça, j'avais abandonné. Là. Mais ça, c'était plus pour comme le lendemain à Rock, quand il y avait Triple H contre The Rock, puis ils ont pris China en chokeslam, puis ils ont dit si tu t'abandonnes pas, Kane va faire un chokeslam, puis là, il a dit ok, c'est bon, écoute, puis il est arrivé dans le ring, puis il a créé un low blow en train. Ouais. C'était plus mais je suis d'accord un peu avec Vince, par exemple. Je pense que les deux finishes auraient été bons, mais vu que le finish de l'enregistrement, on ne l'a jamais vu avant, je trouve que ça fait plus de sens. Ça fait plus chicken shit aussi. Ah ouais, ça fait plus The Rock, là. Ouais, exact. Fait que bon call là-dessus. Puis c'est un match un peu dur à saisir un peu. Là. Oui, c'est un très bon boss du début à la fin avec un peu de comédie, mais c'est extrêmement malaisant comme match quand même. Pour ce que c'était excellent. Fait que j'ai donné à ce match-là 4. OK, j'ai donné à ce match-là. J'ai hésité parce que le barème de match de Foley aussi avec le tournoi LNSL, tout ça, c'était dur à. Mais j'ai vraiment hésité longtemps à donner 4, mais j'ai donné 3 et 3 quarts. Okay. Ouais, je voulais pas aller au 4 parce que à un moment donné, il y avait le malaise, il n'y avait pas d'attaque non plus de Foley. Fait que tu sais, c'est spectaculaire et tout, mais je comprends pourquoi tu as donné 4. C'était ma note au début aussi, mais j'ai baissé d'un point. Au début, j'avais 4 écarts, mais je trouvais que c'était un peu trop. Ouais, ça c'est beaucoup pour. Ouais. Bon, en même temps, ça dépend du monde, mais Ouais, mais je trouve que 4, c'est le barème. Là. Je trouve que nos deux notes, tu peux pas avoir moins ou plus que ça. Ouais. Le lendemain à Raw, Mankind s'est emparé de la prime de 100 000 que Rock avait empoché pour aider à éliminer Austin. Il a commencé à agiter dans la foule, exigeant un match retour. Cette revanche-là serait le fameux match hardcore de l'émission Halftime Heat à la mi-temps du Super Bowl 33, que Mankind a regagné la ceinture dans ce show-là. Puis allez voir ça, on l'a fait l'année passée, je pense, au podcast. Le 2 ans. Ouais, non? Ouais, c'est ouais, l'année passée, c'était pas NXT? On a fait les deux en même temps, c'était dans le même podcast. Ah, ok, ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, on a fait tellement. Ouais. The Rock qui rend la victoire injuste, ces hommes sont affrontés à nouveau. Dans l'espoir d'avoir champion incontesté, le match a été programmé pour un dernier survivant, un last man standing au massacre de Saint-Valentin. Le match s'est terminé avec un match nul après que les deux hommes ont été comptés hors du ring pour un compte de 10. Puis le lendemain, dans un match d'échelle, The Rock a remporté la victoire après de l'aide de Big Show Paul White. Bon, un long montage vidéo a tracé les tensions entre Steve Austin et Vince McMahon au cours des derniers mois. L'argument principal était qu'Austin serait numéro 1 dans le Rumble et Vince serait numéro 2 après que Shawn Michaels a tourné une décision que Vince avait eue de se mettre numéro 30 sans le commissaire. Puis après ça, Vince a mis la tête de Stone Cold à prix. Il donnerait 100 000 $ de l'argent de fonds fiduciaires de son fils Shane. Tellement crosseur qu'il a l'argent de son gars. Good shit. Good shit, pareil. À celui qui éliminerait Austin. Puis Vince a dit qu'Austin n'aurait aucune chance en enfer de gagner le Rumble. Ah oui, puis M. McMahon s'en allait en buvant des œufs puis en attrapé des poulets sur la neige. Hey, ça, c'était iconique pour vrai. Le avant Rumble, puis toute la storyline entourant Austin premier, Vince qui finalement est deuxième, puis que Austin va avoir 90 secondes pour y péter la gueule. Tout ça avec la tête à prix, tout est parfait. C'est numéro 1. Puis dans le temps, je me souviens, j'étais hype pour ça aussi. Puis après ça, on va passer au prochain, à la suite des choses. Ouais. Ils ont diffusé 2 extraits de l'épisode de Heat où on voit Austin se faire refuser l'entrée au bâtiment parce qu'il n'y avait pas de limousine. Fait qu'il est revenu pas longtemps après ça avec une limousine en Monster Truck puis écrasé 3 catcheurs qui étaient par hasard dans le chemin. Exact.
Puis après ça, on voit que dans le ring, Vince avait giflé Austin avant de se pousser comme un chicken puis laisser Briscoe par-dessus manger une volée. Wow. Howard Finkel dit les règlements pour le match numéro 6, le Royal Rumble match. Évidemment, le participant numéro 1, on le sait, on l'a dit, c'est Stone Cold de Steve Austin, le Rattlesnake. Et le numéro 2, Yes. son rival, Monsieur McMahon. Wow. Fuck Vince, man. Yes. Ouais. Vince, God. Vince, à son entrée sans musique, comme on en parlait tantôt, il a fait une musculature impressionnante et aussi beaucoup d'huile. Puis je trouve ça drôle parce que tout le long du match, McMahon, Lawler fait genre le fanboy de McMahon. Là. Oh yeah! Ouais. Check-les! C'est malade. Si King est malade. Ensuite, il commence par piétiner Vince dans le coin. Un body slam et un coup de pied dans les parties. For a good measure. Il fait comme s'il l'éliminerait, mais Vince, il stoppe Vince au corps, puis il fait non, puis il frappe avec une clothesline. Après ça, Golga des Oddities fait son entrée en 3e position dans le Royal Rumble. Avec son bonhomme de South Park. Yes, sir. Austin porte un Lutez Press à Vince pendant que Golga attend avant de monter dans le ring. Pick spots. Il donne quelques coups à Stone Cold avant qu'Austin éjecte rapidement Golga hors du ring, malheureusement. Oh, merde. Puis Golga, j'ai dit au podcast, mais tu sais, c'est qui faisait Golga, right? J'oublie tout le temps. C'est Earthquake. Earthquake, ouais, c'est ça. Ouais. Quand même cool de voir Earthquake contre Steve Austin dans un ring en 99. Dans Rumble, ouais. Même si c'est pas Earthquake vraiment. Là. Ouais, quand même. Ben, ça aurait été un cool match-up, ça, genre Prime Earthquake contre Austin. Ça aurait pas été un. Tu sais, mettons le Big Boss Man qui est le bodyguard de Vince. Ça aurait pas été Earthquake, ça. Ça aurait pas été cool. C'est vrai qu'il aurait pu prendre la place de Bossman, même si Bossman faisait une belle job, mais la job aurait pu bien fitter pour lui. Ouais. C'est un bon big man, Earthquake. Absolument. Un des meilleurs. Vince échappe du ring en passant sur la corde inférieure. Austin le poursuit dans la foule où la bagarre éclate. Vince monte les marches pour y échapper. La caméra montre Austin en train de tabasser Vince dans le hall. Et Vince fait éruption dans la toilette des femmes. Et c'est un piège, un guet-apens. La Corporation s'y trouve. Il défonce Austin alors que l'image s'estompe. Pendant ce temps-là, Droz de Legion of Doom entre en 4e position dans le Royal Rumble. Wow. Il attend seul dans le ring et éventuellement, c'est au tour de Edge en 5e position de faire ses débuts au Royal Rumble match. Petite séquence entre les deux avec Droz qui prend l'avantage avec un coup de coude à la volée. Il ne se passe pas grand-chose après ça, malheureusement. Et en 6e position, un des favoris pour gagner le match, Gillberg. Avec la foule sonnant son nom pendant son entrée iconique. Avec les pétards puis le monde qui avec les petits sparkles de bonne fête. Là. Ouais, puis les voyons le truc de pompier, là, j'oublie l'inspecteur. Ouais. Qui met de la boucane pour faire l'entrée de Goldberg puis il s'étouffe. Ouais. Watch out les boys, who's next? En fait, le prochain c'est lui parce qu'il fait quand Uso qui arrive dans le ring, il fait une grimace à la foule. Puis Edge l'élimine en 7 secondes à peine. Et la caméra montre les toilettes des femmes où tous les membres de la Corporation se tiennent au-dessus d'Austin, étendus sur le sol, inconscients. De retour dans le ring, Droz manque de justesse Edge, mais cette année parvient à tenir bon avec les cordes. Numéro 7, et l'arme fatale, Steve motherfucking Blackman. Avec sa toune, est-ce qu'elle est malade sa toune, hein? Ah ouais, elle est malade. Wow. On voit ça se faire examiner par les ambulanciers et être placé sur une civière. Blackman va d'une série de coups de pied rapides sur Edge. Et la bête Dan Severn est le numéro 8 qui rentre sur son banger de team. Mais pour vrai, ce thème est tellement bon que je vais le mettre dans l'audio après le review. Pour ouais. Il n'y avait rien d'autre à mettre? Ouais, j'ai dit ça va faire changement, puis c'est quand la prochaine fois qu'on pourra mettre sa tonne d'entrée dans un. Jamais, ouais. C'est ça, exactement. Ouais. Il faut checker ça aussi. Il met Blackman au tapis avec un takedown de style UFC. Les deux sont en rivalité à l'époque. Ouais. Après, on voit Austin être évacué en ambulance sous l'acclamation du public qui chantait Austin. Puis il se passe pas grand-chose, encore une fois. Et parlant de pas grand-chose, c'est Tiger Ali Singh qui rentre en 9e. Puis, Tiger Ali Singh, man, pour vrai, là. Of all people, là. Fermez les yeux, là. Imaginez Jinder Mahal, mais en 2 fois. Non. Attends, laisse-moi finir. En 2 fois plus poche. Ouais, Jinder Mahal, c'est Austin, Hogan puis The Rock à côté de lui. C'est la même chose, là, côté présentation, je m'excuse. Là. Non, Mahal avait une prestance. Tiger Ali Singh n'a jamais rien eu, je m'excuse. Il n'y avait pas une prestance, il avait une shape pas pareille.
Pas d'accord avec ça, pour vrai. Là. Ça, c'est pas cool. Là. Bon, non, je suis fait un Chris, j'ai dit qu'il était meilleur que lui. C'est correct? Là, oui, tout le monde est meilleur que lui. Esti, Pas tout Marty le Lang monde. est meilleur que lui. Pas tout le monde. C'est ça. On voit ça passer à l'ambulance pendant que Cole se demande où est rendu Vince. Après ça, punch, kick, poussage d'un corps, du Royal Rumbling à son meilleur. Numéro 10 et le Blue Mini de la Job Squad. Là, on voit que le roster n'est pas super deep comme aujourd'hui, mettons. Là. Il y avait Bref. sûrement d'autres personnes qui pouvaient Ben, pas être là. Je peux pas croire. Là. pas tant. Mais en même temps, il y a 3 personnes qui étaient là plus tard qui auraient pu être dedans qui y avait une storyline pour le match. Fait que c'est ça. On va en parler tantôt. Mini fait tomber Singh avec une line et fait sa petite danse. Il est à noter que Vince et Austin sont juste dans le combat, mais ne sont pas dans le ring ou alentour. Ça, je trouve ça vraiment plate pour le monde sur place. Là, pour vrai, tu payes pour aller voir un Rumble match. T'as une storyline entre Vince et Austin, puis t'es pas du match quasiment. Là, Ah, ben là, c'est une storyline. Je m'excuse. C'est l'attitude d'Era. Ouais, mais quand même. Le monde sait qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Qu'est-ce qu'ils vont avoir dans ce show-là. Avec. Je suis pas d'accord. Le candidat numéro 11. Et le candidat est fini. Le numéro 11 est. Personne. Ben étrange. Pourquoi? Mais le mystère est résolu quelques secondes plus tard, après ça qu'on voit Eggbanger Mosh backstage se faire attaquer par Mabel qui rentre dans le mur. Fait que voilà, il prend la place officiellement de Mosh et le numéro 11 est Mabel. Il claire le ring en arrivant, en éliminant Severn, Blackman, Singh, Mini et Droz successivement. Le numéro 12 est le Road Dogg de DX qui fait son entrée. Low blow de Edge sur Mabel et le Dog backdrop Edge au cordes, mais un pied seulement touche avec ça du ring et il essaie de remonter. Mais le Road Dogg le frappe et Edge revole face première sur la tête des commentateurs pour sa sortie. Mabel et Road Dogg se battent quand les lumières s'éteignent et la musique d'Undertaker retentit dans l'aréna. Bradshaw, Farouk et Mideon sortent Mabel du ring et le Big Down. Et Taker pour apparaît dans l'entrée et parle à Mabel. Et Taker, il parle à l'oreille, il dit que c'est temps de venir du côté obscur. Puis Mabel dit non en hochant la tête. Fait que le beatdown continue avec les Acolytes et Mideon. Je sais pas si tu as remarqué quand ils continuent le beatdown puis ils sont sur où ce que le monde rentre, là, Farouk tombe sur le cul. Non, j'ai pas vu, pour vrai. Ah non, ouais, il tombe sur le cul puis t'as pas le meilleur qui regarde Taker avec un petit smile genre. Ah, faut que je regarde ça, je vais le checker, Ouais. c'est sûr. Ouais. Après ça, Gangrel entre en 13e position. Il ne fait pas long feu, malheureusement, pour lui. Le Road Dogg le projetant hors du ring. Fait qu'il a perdu 2 fois de suite ce soir contre des membres de DX. Exact. Notre ami du podcast, Kurgan des Oddities, fait son entrée au numéro 14. Le gars que tu as eu en entrevue l'année passée. Exactement. Puis, évidemment, aussitôt qu'un gars de même arrive dans le Rumble, c'est tout le temps le Oh my god, il est grand, il est gros, c'est un favori, mais c'est bien rare que le gros, le grand puis le fort, il gagne le Rumble. Là. C'est arrivé quoi? Ben, ça Une arrive, fois? mais c'est rare. Là. Big Show? Big Show, tu gagnes le Rumble? Non, il a pas gagné. Il s'est fait Jamais. éliminer par The Rock en 2000, ouais. Kane non plus. Kane non plus, ouais. Taker, juste Taker, là, peut-être. Ben, les deux seuls que je verrais, c'est Taker et Brock. Là. Ouais, c'est vrai. Puis encore là, Brock, c'est pas le plus grand et le plus gros, c'est juste qu'il il est massif. Hein. Il est massif, c'est ça. Fait que voilà. Il domine le Road Dogg avec un écrasement de trottoir dans le milieu du ring. Il manque un écrasement dans le coin. Quand le numéro 15 arrive, c'est Al Snow sans la tête. Oh non, et où? Ben, Goldust, il avait volé quelques semaines plus tôt. Et Snow et Dogg travaillent ensemble pour tenter d'éliminer le géant Kurgan. Mais à un moment donné, le Road Dogg, il arrête de faire de quoi, puis il fait juste. Il émet ses côtes, puis il regarde Al Snow faire, puis hey, Chris, il est bien placé. Poup, petite poussée, puis il l'élimine. Bye à la neige. Puis, dans une affaire qui est un peu weird, le numéro 16, c'est Goldust qui arrive. Tu sais, le gars qui a volé la tête d'Al Snow, puis quand Snow est éliminé, il ne peut plus rien faire. Là. C'est. Ouais. Je sais pas. Ouais, j'avoue que c'est pas super bien booké à ce moment-là. Hein. Ouais. Cordalin sur le Road Dogg et DDT sur Kurgan. Road Dogg place Goldust dans le coin et c'est pas il utilise son Shattered Dream, mais Kurgan le bloque et le retient. Goldust donne un coup de poing dans les parties du Road Dogg juste pour le fun. Le numéro 17 est le Godfather combien de 2 oses avec un gros pop, et bien sûr. Il y avait du jardin arrosé et 2 oses, mon cher. Ça, c'est un sprinkler, mais c'est correct. Ouais, ben, c'est correct. C'est à côté de la hausse, c'est un sprinkler.
Ouais, puis tu peux l'ajuster pour. Ça dépend de la force que tu veux. Après ça, l'eau Ben, chaude, l'eau frette. la douche. Yes. Hey, hein, y a-tu du contenu dans ce podcast-là? Il y en a pas. Hey, pourquoi aller voir Plus que ailleurs? dans le Rumble 99, par exemple. Ouais. Pourquoi aller voir ailleurs? C'est ça. Et Mais, voilà. puis Godfather a fait au moins un Rumble avec chacune de ses gimmicks quand même. C'est quand même cool. Papa Shango, Ouais. Kaman Mustafa, Godfather et Godfather. Il fait son All-Train Splash à Golos dans le coin. Et les lumières s'éteignent et voici la grosse machine rouge numéro 18 qui fait ses débuts au Rumble en tant Gros que pop en Kane. plus, hein? Ouais, en tant que Très gros Kane. pop. Ouais. Puis lui aussi, il avait un rôle avec chacune de ses gimmicks avec Diesel, Isaac Agam DDS, Kane et Corporate Kane. Corporate Kane, si Ben, bon. ça compte. Je sais. Non, je sais. Mais ça, Il mène rapidement Road Dogg, Kurgan, Godfather et Golos de manière très impressionnante. Puis ce segment-là du Rumble, qui, tu sais, genre, élimine Goldust, élimine Kurgan, tout ça, c'est une affaire que je me rappelle beaucoup parce que, pour une raison que j'ignore quand j'étais plus jeune, j'avais acheté un VHS, je l'ai à côté de moi, je vais le montrer après, mais j'ai acheté un VHS, puis à la fin, je voulais mettre un Rumble moment que je voulais mettre après comme bonus. Puis c'est ça que j'ai mis dessus parce que à toute fois que je voulais l'enregistrer, je manquais tout le temps quand ça passait. Fait que j'ai pogné le dernier que j'ai pu avoir. Puis c'était ce moment-là avec Cole qui dit Here goes Kurgan, here goes Godfather. Puis Wow, ok. le VHS, c'est celle-là. Ah ouais. Tu vois-tu ici, c'est bonus for Ok. Rumble Moment. Ouais. C'est T'as moi, collé. c'est moi qui avais tapé ça, puis l'autre bord, j'avais mis ça aussi. Ouais, c'est vrai, tu faisais tout le temps des affaires de même. Ouais, j'avais fait ça, puis c'est pour ça que ce segment-là du Rumble, je me rappelle mot Parce que pour tu mot. l'avais tapé, ouais. Ouais, puis je me rappelais que j'avais mis ça là. Fait que voilà. Hmm. Vous n'aurez jamais ça ailleurs, ce contenu-là. Oh que non. Après ça, on a les hommes en sarrau blanc font leur entrée et Kane les ramasse avec des chokeslams. À la demande de M. McMahon, ils veulent enfermer Kane dans l'institut psychiatrique parce qu'il a essayé de battre The Rock à Raw la semaine d'avant. Ouais. Puis Kane se sort lui-même du match. Puis il va aller poursuivre les côtes blancs dans la foule. Mais ça, c'est une belle touch parce que comment tu veux éliminer un gars aussi puissant que Kane à ce moment-là de sa carrière, que ça fait pas longtemps qu'il est là puis qu'il est fort. Puis Kane, il rentrait puis il sortait du ring toujours de la même façon. Ouais. Fait que ça fait, pour vrai, ça fait du sens. Bon, je sais qu'on l'a vu dans le Rumble 97, là, il y en a un qui s'avait éliminé lui-même. Là, je me souviens pas c'était qui. Là. Ah, Mil Mascaras, no yob. Ah, Mascaras, moi, c'est ça. Bref, fait que no yob. No yob. Bref, c'est ça. Ouais. Kane, Vince McMahon réapparaît après ça, il monte sur le ring pendant que Ken Shamrock fait son entrée à la 19e position. Puis McMahon, il voit que c'est Shamrock, puis il dit non, moi, comme commentateur à la place. Ouais. Il s'installe avec Cole et Jerry. Puis annonce qu'Austin ne reviendra pas dans le match, malheureusement, parce qu'il est à l'hôpital, puis il est bien content de sa shot. Éventuellement, le numéro 20 arrive, c'est l'adversaire de Ken tout au long de la soirée, Badass Billy Gunn. Dans une belle touch, il arrive au ring avec sans sa botte, le pied TP, puis il boite. Fait que je trouvais ça vraiment nice comme entrée. Là. Meilleur moment du Rumble à date. Beau sell job pour vrai. Ben, quasiment, là. Ben, à part le début, là. Ben, l'affaire de Bull Taker, c'est nice. L'affaire de Kane, c'était nice. Ouais. Gilbert, c'était drôle. OK. Pas mal ça, je te dirais. À date. Shamrock le met à terre en s'attaquant à nouveau à sa cheville. Et Gunn revient avec une suplex arrière et un press slam qui fait tomber Shamrock face première sur le turnbuckle avant de lancer Ken à l'extérieur du ring, mais qui tient bon. Numéro 21 est Test de la Corporation. Et pendant ce temps-là, un plan des coulisses montre les Acolytes et Million installant Mabel dans un corbillard. Mabel va se faire sacrifier et va donner Visceral le lendemain à Raw. Tout d'un coup, on entend un bruit de sirène et l'ambulance revient. Et Vince fait des gros yeux aux commentaires. Tu vois, il monte puis il fait oh. On va casser. Après ça, on a vu que c'est Austin qui conduit. Puis Vince en revient pas aux commentaires. Puis là, tabarnak. Y a-tu dit tabarnak aux commentaires? Mais non. Sa expression faciale, ça voulait dire ça. Il a pas dit ça pour vrai. Là. Mais je suis sûr que si on reprend ce clip-là, puis je le mets dans le AI Generate, je peux dire tabarnak avec Vince. Là. Ben oui, c'est sûr. Là. Tabarnak, pal. On fera ça. Non, on fait pas ça. On le voit traverser les coulisses. Gunn porte une double corde à linge à Ken et Test. Au moment où Scotson s'en vient dans l'arène, on entend le magique numéro 22, qui est le Big Boss Man de la Corporation. Et Vince lance son casque d'écoute et il tente de s'enfuir.
Son Cold le poursuit jusque dans le ring, mais Shamrock kick Austin pour mettre à Vince de s'échapper encore du ring, encore une fois. Évidemment, le fameux genre choix en tour du ring, puis le gars il rentre, puis je le kick quand il rentre. Exact. Spot de heel classique. Austin élimine Shamrock tout de suite après ça avec un surpassement de la troisième corde. Et Vince est de retour avec Jerry et Michael Cole. Austin et Bossman s'en prennent un à l'autre pendant que Tess étrangle Gunn avec sa botte. Il est entré en scène du numéro 23, Triple H de DX, qui s'attaque à Tess avec un coup de genou à la Hardy Race, une de ses prises classiques. Et Tess revient avec un Sidewalk Slam à Hunter pendant qu'Austin ramasse Billy avec une violente corde à linge. Et la vedette de film porno Val Venus est le participant numéro 24 au Royal Rumble. Il reçoit rapidement le corde à linge de Triple H. Big boot de Test à Stone Cold. Pendant que Vince hurle à la table de commentateurs promettant 100 000 à quiconque va éliminer Austin. Puis voyons, pourquoi personne l'élimine, Callis? J'ai 100 000 en jeu. Voyons, éliminez-les, Chris. Ouais, ça, il était temps que, pour vrai, je trouve que c'est un miss dans ce Rumble-là, parce que ça aurait pu être beaucoup plus mis en avant que ça. Là. Vraiment. Regarde, moi, après ça, on dirait que c'est pas une priorité à date pour personne dans le match de devoir éliminer Austin. Là. Ben oui, voyons donc, 100 000 piastres. Puis je sais qu'Austin n'a pas été là longtemps, techniquement, dans le Rumble. Il était arrivé genre les premiers 2-3 minutes, puis il vient d'arriver là. Mais même plus tard dans le match, ça a même cette affaire. Il y a une couple de monde qui le pousse, une couple de monde qui font une couple d'affaires, mais il y a tout le temps quelqu'un qui vient casser ça, il y a tout le temps quelqu'un qui l'empêche de se faire éliminer. Fait que, je sais que c'est pour la storyline, ils n'ont pas le choix. Là, sinon, ça serait facile de le prendre à 6-7 et de se tasser. C'est Austin, c'est pas un. Ouais, mais il aurait pu tout le temps quelqu'un qui est dessus, puis Austin finit par s'en sortir, puis après ça, il le repogne, puis bref. Mais pour le show, c'est mieux aussi qu'il y ait une coupe de break aussi, là, mais bon. Ouais. Austin élimine Billy Gunn pas longtemps après ça. Bel effort de Gunn, malgré juste avec un pied pour danser. Et Austin, il va d'une line sur le Big Valboski. La tune de DX rejoue et c'est le numéro 25, X-Pac, le champion européen. Et Val porte un double axe de la 3 sur Stone Cold. Et X-Pac enchaîne avec un spinning heel kick sur Steve, tandis que les commentateurs insistent sur le fait que tout le monde s'en prend à Steve pour empocher l'argent, mais que personne n'est proche de le sortir. Yeah, right. Ouais. Et Mark Henry, alias Sexual Chocolate, arrive en 26e position. Il s'en prend à Stone Cold et ensuite X-Pac. On a beaucoup de Royal Rumbling. Il y a ensuite le numéro 27 qui est Double J, Jeff Jarrett, avec la J. Debra à ses côtés. Puis à juger par Debra, ben, il fait froid dans l'aréna ce soir. Attends un peu. C'est qui que t'as dit? Jeff Jarrett. J-E, double F, J-A, double R-E, double T. Si vous ne l'avez pas entendu, on appelle Jeff Jarrett. J-E-double-F, J-A-double-R-E-double-T. Et voilà. On fait le contraire à ça, il va le faire avant, je vais le faire après. Parfait. Ben, ça dépend. Je sais pas. Ben, dans les podcasts, c'est la même affaire aussi. Ah, pour vrai? Ok, je vais essayer de m'habituer. Ouais. Ben, non, je pense que c'est ma faute, c'est moi qui avais accroché le bouton, je pense. Mais le soundboard, je l'aime moins quand c'est. J'aime mieux quand c'est toi qui le fais. Ouais, ok. Ben, tu le fais pas beaucoup quand c'est moi qui parle. Là, que... Non, c'est vrai. C'est correct. Ouais, fait que ça, il va frapper X-Pac, avec qui il y a de l'histoire avec, parce que c'est X-Pac qui avait coupé les cheveux de Jeff Jarrett à SummerSlam 98. Wow, c'est vrai, ça. Wow. Ouais. Triple H et X-Pac font une corde à linge sur Double J ensemble. Et X-Pac fait un spinning kick à Hunter, son ami DX, tout après ça. Fait son Bronco Buster au Big Boss Man. Le numéro 28 est nul autre que D'Lo Brown, qui arrive avec PMS, les Pretty Mean Sisters, Terry et Jacqueline. Puis une storyline avec D'Lo puis eux autres que D'Lo a fait tomber Terry du apron, puis il a fait perdre son bébé. Fait qu'à cause de ça, ben, il s'en comme endetté. Fait qu'il fait leur dirty work à Terry puis Jacqueline. Ça va finir qu'on va se rendre compte que Terry avait menti sur sa grossesse. Je sais qu'on l'a au podcast, puis il était sympathique avec nous autres, mais Vince Russo, c'est pas tout le temps bon qu'est-ce qu'il fait. Bref. Non. Tess est éliminé par Austin et Bossman lance X-Pac hors du ring. Pendant que Austin porte le Loot Express à Jarrett, et Triple H le sale et élimine Double J après. Fuck off. C'est assez. C'est le temps pour un changement avec Owen Hart qui arrive 29e dans le Royal Rumble 99. Le Nugget. Ouais, il s'en prend directement à Austin avec, évidemment, beaucoup d'histoires avec lui, encore plus que beaucoup de monde dans le match. Austin, il va d'un Coco Bung avec D'Lo et Owen.
deux anciens membres dans la zone de domination ensemble. Et Austin, Yes. Austin sort du ring, il prend une gorgée d'eau à la table des commentateurs, puis il lance le pichet au visage de Vince. Le visage de Vince voulait tout dire. Pendant que Brown essaie de sortir Austin, le buzzer sonne pour la numéro 30 du Royal Rumble, Chyna, qui est la première femme ever à participer à la Battle Royale. Moment historique. Elle avait gagné sa place dans un Corporate Royal Rumble à l'édition de Raw du 11 janvier, en éliminant M. McMahon pour gagner. Très mérité. Ouais. Et évidemment, gros pop pour son entrée, évidemment. Ça, c'est une vue du ring après qu'elle soit arrivée. Là. C'est un gars qui était au show là-bas qui a pris des photos, puis c'est une photo que j'ai prise, c'était celle-là. Je trouve ça pas mal cool. Ouais, c'est cool pour eux. Beau siège, pareil, quand même. Ouais, très belle vue, honnêtement. Là. Tu penses que ça y a coûté combien en ce temps-là, ce siège-là? 100$? Non, 200. En 99, 200$? 150. 150. Moi, je pense que c'est genre 80. Mais non. Ben, quoi que là, c'est dur à dire parce que tu peux zoomer aussi. Hein. Ouais, mais en 99, là, il n'y a pas de téléphone intelligent comme aujourd'hui. Là. Ouais, peut-être. Je sais pas. Faudrait demander. T'as-tu son numéro? Non, malheureusement, mais tu peux le trouver si tu veux, mais ce sera peut-être pas aujourd'hui. Ok, parfait. Et ça en est prise à Mark Henry. Il a rapidement éliminé. Les deux ont une histoire ensemble, évidemment. Mark Henry veut sortir avec Chyna, mais Chyna ne veut rien savoir pour l'instant. Malheureusement pour Chyna, elle admire un peu trop son travail. Et quand elle se retourne, Austin, qui l'attendait, il fait une close line pour l'éliminer du match. Puis tout après ça, Triple H voit rouge. Puis il s'en va sur Austin, puis commence à le fesser. Tu sais, 100 000$, ça ne dérange pas, mais qu'il élimine Chyna. C'est là qu'au commentaire, après, t'entends Vince. Come on, Hunter! Let's go! Hunter. Let's go, Triple H! Vas-y, t'es capable! Triple H élimine Venus après que Val a enlevé Trips de Stone Cold. C'est un Triple H qui est dans le pétrin, qui reçoit une close line d'Austin pour se faire éliminer. Ça laisse que 5 participants, bien que 4 sont dans le ring puis Vince est au commentaire. Il reste Owen, Bossman, D'Lo, Austin et bien sûr Vince. Pendant que Brown frappe Austin avec un jumping calf kick, très bien fait. Cole demande à Vince si de l'argent va devenir, si le gagnant de l'argent va devenir un membre de la corporation, mais dit que non, l'argent c'est assez, là, ça va faire. Là. Owen porte un enziguri sur Stone Cold pendant que Vince est bien content. Et Steve Austin va vers le coin un peu sonné. Puis Owen le charge, mais Austin le backdrop en bas pour l'éliminer. Donc, on est officiellement avec le Final Four, Big Boss Man, D'Lo Brown, Stone Cold Steve Austin et M. McMahon. Tu sais, quand tu regardes ce Final Four, là, tu sais qu'est-ce qui va arriver. Là. Un peu, ouais. Même si on le savait pareil dès le début, là, mais pareil. Là. Boston met Austin sur le tapis avec son coup de poing en glissant en bas du ring. C'est prise fétiche. Et après ça, Austin est à la merci de D'Lo Brown qui fait son low-down frog splash. Sauf que D'Lo, en épais, il célèbre puis tourne le dos au Bossman qui fait juste le pousser en bas du ring pour l'éliminer. Pour surtout que ça arrive, Austin et le Bossman sont un contre l'autre face à face et Austin il fait le stunner. Tu lui une close line pour l'éliminer également. Alors on sait qu'est-ce que ça donne. Il reste que Vince et Austin. Et la foule est en délire à Anaheim. Évidemment, Vince lui fait la réalisation qui s'éline, puis là, oh shit. Ben, en même temps, ils viennent de gagner 100 000$, il n'aura pas besoin de le donner. Puis Shane va pouvoir le garder dans son compte. Ben, soit qu'il a gagné ou bien Austin va l'éliminer, puis il n'y aura pas d'argent. Là. Ouais, mais il ne donnera pas. C'est celui qui menait Austin qui avait l'argent. Ouais, Pas Austin lui-même. Ouais, mais c'est pas Vince en crée, c'est pas son argent à lui. Ouais, c'est vrai. L'argent de Shane. Ouais, c'est ça. Austin attaque Vince à la tête des commentateurs. Il le projette par-dessus la barricade et le roue de coups. Et Austin prend une chaise et frappe Vince à la tête avec. Je pense qu'ils n'ont pas vu le match d'avant, je pense. Ouais, Vince qui se protège pas, hein, pour vrai. Mais pour vrai, c'est quand même wild que le boss de la compagnie mange un chair shot dans même d'un employé, là, même si c'est pour le show. Là, c'est... Mais Vince, pour le show, il faisait n'importe quoi. Hein. Ouais, c'est ça. On l'a dit souvent au podcast que Vince oui. n'a pas peur du ridicule. Là. Puis des gros bumps aussi. Ouais, fait qu'après ça, ben, Austin regarde Vince à terre, puis il sait qu'il est Vince est dans le trou, mais Vince vient refaire renard, il crisse un low blow pour donner un peu de temps. Un esti de low blow en plus. Ouais, genre, oh! Ouais, il a jumpé dans le low blow. Wow, mon sale. Austin esquive une corde à linge, on a coupé dans le ventre, il porte un stunner, et la foule explose. Puis il fait son FU elbow du haut des cordes. Mais c'est à ce moment-là qu'on voit la venue de The Rock, titre de ref à la main. Rocky provoque Austin alors qu'Austin limite à monter dans le ring.
Rock monte sur le tablier et Austin fonce sur lui pour le frapper. Mais Vince se relève et pousse Austin hors du ring pour l'éliminer. Et le gagnant du Rumble 99 est Vincent Kennedy McMahon. Damn it, pal! No chance in hell. Et après la réalisation que Vince l'a éliminé, Austin veut remonter dans le ring, mais le Rock l'empêche et les deux se battent jusqu'en arrière. Puis ça, c'est un petit nitpick, là. Mais j'aurais aimé mieux qu'il aille voir The Rock à la place d'aller voir Vince, non? Ben oui, 100%. Tu sais, genre, il regarde les deux, puis au lieu d'aller voir The Rock, il a vraiment coûté le match à cause de lui. C'est pas Vince vraiment, il a juste profité de la situation. Mhm. Puis The Rock, il me semble que j'aurais été plus en crise contre The Rock à ce moment-là que Vince. Là. Ben, tu sais, si tu y allais avec les nitpicks aussi, là, quand il a fait son elbow de la deuxième corde, pourquoi il a fait ça? Il a fait Ouais, bien mais de faire le stunner, il aurait pu le sortir. Là. à moins que peut-être que The Rock était pas là, puis il fallait qu'il trouve un. Ah, Gagne ça du c'est temps, bon, par peut-être. exemple. Ça, je sais pas. C'est peut-être ça qui est arrivé aussi. Là. Un Manque de quart de l'arbitre, communication. on gagne du temps, là, ou... Ouais, peut-être. Ou genre Rock, il s'en vient-tu? Ouais, il avait. Ok, ben faites de quoi pour compenser. Fait que. OK. Mais ouais, parce que ça fait pas de sens. T'sais. Au pire, il aurait pu le trash talk après, c'est correct, mais faire un autre move, c'est bizarre. Là. Ouais. Et après ça, Shane, Patterson et Briscoe arrivent pour célébrer avec Vince dans le ring, puis les quatre se font un toast avec de la bière pour clore le tout. Après ça, on a un recap vidéo du show qui s'en vient, et après ça, un dernier plan de Vince qui se fait verser des bières sur la tête. Et le mot de la fin, il revient à Michael Cole, qui nous dit qu'il n'a jamais pensé dans sa vie dire que M. McMahon, ça va dans le main event de WrestleMania. Et c'est comme ça que le Rumble, édition 99, se termine. Attends, je peux pas mettre la photo dans notre affaire, mais je le lis ici, là. Je le lis-tu, Ok. là? Ah, Vince qui célèbre. T'en vois-tu? Ah, je la vois là, ouais. Un grand toast. Pour vrai, c'est malade, là. Vince qui est genre out of it, là, même s'il a genre pratiquement rien fait. Là. Shane qui est comme trop intense, puis qui essaie de genre, hey, pop, hey, pop. L'autre fait, lâche-moi, fatigant. Ils l'ont-tu mis sur leurs épaules? Je pense que oui. Hein? Euh... Peut-être pas. Non, je pense pas, non. Ça a Non. été hot. Ouais, vraiment. Ouais. Fait que, ben, avant que j'aille avec mon compte rendu du Rumble match, ben, t'as pensé quoi de ce combat-là? Ben, tu sais, roster de merde, évidemment. Je pense qu'il aurait pu quand même se forcer un peu plus pour mettre ça d'une façon. Tu sais, il y avait une manière de mettre du monde de façon plus logique. On repense à Al Snow aussi, là, comme tu as dit, Goldust tantôt. Ouais. Tu sais, pourquoi, tu sais, puis moi, l'affaire qui me dérange le plus, à part le roster, c'est pourquoi on met pas plus l'emphase sur le 100 000 dans le show, tu sais. Même le peu de temps qu'il était là, je pense que ça aurait pu sauver. Tu sais, je comprends là, que la storyline, c'est vraiment Austin Vince tout le long. là. C'est basé que sur ça. Là. Tout le reste à côté, c'est rien. Là. Mhm. Ça sert à rien, c'est juste un prétexte, mais il faut vraiment que tant qu'à faire ça, mets l'emphase là-dessus, s'il te plaît. Là, je veux dire. Puis, à part le commentateur, à part c'est Michael Cole qui dit ou Jerry King Lawler, c'est Michael Cole, je pense qu'il dit. Là. À un moment donné, il te dit, il cale au commentaire que tout le monde veut le 100 000. Là. Oh, ouais. Mhm. Pour vrai, si tu n'écoutes pas son call à lui, tu t'en souviens quasiment plus que 100 000. Là. Fait que, C'est vrai. Mhm. Fait que c'est ça, mais c'est sûr que c'est un match fait, mais au moins la storyline qui découle de ça est bonne. Là. Fait que Oh, ouais, absolument. c'est ça. Ouais. Well, c'est ça, mais bon, mettons que c'est pas un Rumble match, là. Il y a beaucoup de jobbers, du monde qui n'ont aucune chance de gagner à part Austin. Puis même Vince à l'époque, il y a personne qui pensait que c'était pour gagner. Là. Qui pensait juste pour être là. Austin, à la fin, Ouais. il pète, puis ça va mener contre The Rock. Là. Mais pour Mhm. vrai, puis tout de l'argent, ben, ça était Dawson. Disons que le sentiment d'urgence n'était pas vraiment là tout le long du match, ou presque. Ouais. Dommage. Puis, mais en tout cas, c'est le fun parce que c'est un Rumble comme d'habitude, mais ça mérite pas une grosse note, à mon avis. Non. T'as donné combien à ce Rumble-là? Je suis curieux, moi. 2,5. Oh, wow. J'ai donné 2, moi. Ouais. Je me suis dit que ben, l'histoire était bonne quand même. Là, je veux dire, c'était divertissant, là, mais toutes ces affaires-là, mais le manque de star power, puis une coupe de nitpick du match, fait que c'est pas une grosse note. Là, fait que... Mais aujourd'hui, là, avec la lutte qu'on voit, puis tout ce qu'on consomme comme lutte, là, quand tu regardes un show de même, c'est tough de rester. Là. Ah oui, c'est sûr. On est habitué à tellement de. Tu sais, oui, des fois c'est drôle, mais c'est tough d'analyser. Là. Des fois, pour que tu te remettes vraiment, tu te dis, OK, hey, À l'époque. reviens ici, c'est à l'époque. Là, c'est ça. Ouais. C'est tough.
Le lendemain soir, lors de Raw is War, M. McMahon a remis à The Rock la prime de 100 000 pour avoir éliminé Austin du Rumble. Il a aussi annoncé qu'il renonçait officiellement à son match de championnat à WrestleMania, une première pour le vainqueur du Rumble, afin d'inviter à The Rock de défendre son titre contre Vince lui-même. Alors que Vince s'apprêtait à choisir l'adversaire de The Rock pour Mania, il est interrompu au Titantron par le commissaire Shawn Michaels, qui l'a informé que suite à ce renoncement-là, le match de championnat était automatiquement attribué, conformément au règlement du WWF Rulebook, au finaliste du Rumble, Stone Cold Steve Austin, ce qui a mis Vince en tabarnak, évidemment. Puis Austin a profité de la situation pour convaincre Vince d'accepter un match contre lui. Il a expliqué que encore plus qu'avant le championnat, ce qu'il veut, c'est mettre c'est d'avoir McMahon à sa merci sans aucune conséquence légale. De se faire poursuivre parce qu'il a pété à la gueule. Fait que, il dit qu'il est prêt à risquer son match de WrestleMania pour ça. Puis pour éviter une interférence de la Corporation, le match va se dérouler dans une cage à Saint Valentine's Massacre. Et dans le match, Austin va gagner après que le Big Show Paul White, fraîchement débarqué de la WCW en tant que le Giant, va sortir du ring, puis va rentrer Austin dans la cage, puis la cage va comme péter, puis Austin va tomber les deux pieds à l'extérieur dans pour vrai, un cool finish pour vrai. Ah ouais, vraiment. Vraiment nice. Puis évidemment, après ça, Austin va ensuite affronter The Rock à WrestleMania 15 et va remporter le championnat pour la deuxième année consécutive à l'événement. Ouais. Alors, on est prêt pour le meilleur match, le pay match et la note. Ben, le meilleur match puis le pay match, on va avoir le même. Là. Ouais, le meilleur match, c'est la Quit. Ouais. Et le pay match, c'est Luna contre Sable. Exactement. Et la note de Royal Rumble, je vais te laisser commencer. J'ai donné à la note Royal Rumble 99 la même note que j'ai donnée à Royal Rumble 97. 6 sur 10, mais pas pour les mêmes raisons. OK. J'ai donné à Rumble 99 la note. Puis moi aussi, je pense à la même note que j'avais donnée pour l'autre affaire. 5.5 sur 10. Ouais, c'est la même note. C'est fou, hein? Calice. Ouais. Mais c'est vrai, en plus, c'est pas le même genre de raison. Là. Non, puis c'est 0.5 là, de différence, là, nos notes. Puis, bien. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça, parce que dans l'autre, le Rumble est meilleur, tandis que dans ce show-là, je trouve que les matchs sont meilleurs un peu. Fait que... Ouais, ben à part, ouais, parce que mettons, si tu mets main event contre main event, Shawn contre Sid, puis Mankind contre The Rock, ça blow of the water. Là, fait que... Ouais, puis, ouais. Ben, c'est pas le même genre de match à la défense de Sid puis Shawn. Absolument pas, là, mais je veux dire, ça reste pareil. Ouais, exact. Alright, fait que c'est conclu. Rumble 99, le rétro review, il est dans le rétroviseur. C'est en arrière, c'est fini. Fait que, On bien regardera sûr, plus jamais ça. Non. Fait qu'allez voir, allez voir, ouais. C'est là qu'on tout le temps d'habitude, on conseillerait le show, là. Regardez les 2 derniers matchs pareil, là. Ça va vous sauver du temps. Ben, le show est pas plate à regarder dans le sens c'est divertissant tout le long. Là. C'est pas. Même quand c'est pas bon, c'est pas. Ouais, ben, c'est un feeling attitude era. Tu sais, ça se sent. Là, tu sais, quand, vous savez que je veux dire, là, quand ça se sent là, que. Exact. C'est ça. C'est dur à décrire. Allez le voir pareil. C'est le fun. C'est un Rumble. C'est le fun. Ben oui. Fait que ce rétro-là est fait. Celui-ci, la semaine passée, on l'a fait aussi, Marco. Oui, Rumble 97, ça, c'est la semaine passée avec M. Alfredo. Donc, notre rétro review, notre premier Rumble de 2 avec celui qu'on vient de faire, 99, évidemment. Et on a un gros mois de février qui s'en vient, mon cher TJ. T'es prête? La biographie de Victoria, All I Think She Said, une des pionnières de ce temps-là avec Trish Pillita. On n'en parle pas souvent de Victoria, mais elle a été importante dans cette route-là pour la division féminine. Donc, on va en parler au mois de février. On a aussi In Your House, Final Four, donc qui va être très intéressant à jaser aussi au mois de février. Et on va avoir également nos top 10 de lutteurs favoris, plus notre Mont Rushmore dans le même podcast. Ça fait longtemps qu'on en parle du Mont Rushmore. On va dire c'est qui nos 4 lutteurs qu'on voit sur ce mont-là. Évidemment, on va aussi parler de l'historique des bonhommes LJN. On avait fait celui des Hasbro l'année passée. On revient cette année avec les LJN. Et c'est dans ce podcast-là que je vais vous parler de mes conditions physiques. Oh, parfait. C'est un rendez-vous. Et bien sûr. Ouais. Et à travers la table, chaque mardi, 20h30, live sur YouTube, Twitch et Facebook. Manquez pas ça, des entrevues, lutte moderne, quiz, entre deux collections. Tout est là. Alrighty.
Yes, sir. Fait que TJ, merci. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été là pour le podcast, tout le monde. Raw 99, la Retro Review. Merci Marco. Et on se voit la semaine prochaine. Pendant la table et d'autres podcasts la semaine d'après. D'ici là, c'est important à la maison, n'oubliez pas. Allez, va!